Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Children of the Sabbath, puisque plus que des enfants de la tombe ou de la mer, nous sommes avant tout des enfants de... Dio, Ayomi, Butler, Apiche. I really like Black Sabbath. That was really cool. They have Ozzy Osbourne. They have a great guitar person. Sorry, I don't know your name. There's like some really good drum parts. Pretty awesome. Messieurs, dames, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour Gabriel. Bonjour Mathieu numéro 2, bonjour Bonjour Butler, Gabriel et Mathieu numéro 1 et Guillaume. Salut. bonjour Guillaume. On est totalement transparent avec vous, cet épisode a déjà été enregistré, mais something went wrong comme on dit, donc il n'y a pas eu de, y a pas eu de fichier à la fin, donc on est obligé de le réenregistrer. J'espère qu'on va pas trop perdre en spontanéité, mais aussi on a gagné en nombre, puisque Guillaume n'était pas à ce premier enregistrement, et on le soupçonne d'ailleurs très très fort d'être le responsable de ce sabotage, comme on dit. Attaque. Attaque. Et comme c'est un live qui nous tient à cœur à tous les quatre, on est bien content de pouvoir le refaire frais, beau, en nombre. Et on va vous parler un petit peu de tout ça. Avant ça, quelques news. Old news pour nous, puisqu'on en a déjà parlé, mais nouvelles news pour vous, des news fraîches. Voilà. Gabriel vous le montre, il est là, il est beau. On en a parlé lors des épisodes live series, non pas live series, hors série Ayomi. Ouais. Mais on n'en a pas parlé lors d'un vrai épisode brandé Black Sabbath, ou presque, puisque c'est pas tout à fait brandé Black Sabbath évidemment. Le livre est sorti, on vous a rencontré au Courts of Chaos, on a vu vos retours notamment sur Instagram ou sur les réseaux. Avant tout, je pense que au nom de Guillaume et Gabriel qui en diront un mot, on peut vous remercier chaleureusement pour les retours qui vraiment nous ont fait chaud au cœur, et de vous rencontrer aussi. Ouais, moi j'ai pris soin sur Instagram, parce que c'est moi qui gère la page Instagram de l'émission, de chaque fois que vous nous partagez une story avec votre exemplaire reçu, j'ai repartagé tout le monde et ensuite j'ai tout archivé dans un petit album. Donc voilà, donc histoire que chacun ait sa trace dans la sortie de ce livre, hein, voilà, qu'on puisse aussi mettre en avant votre fidélité à l'émission. Et bah, comme Mathieu l'a dit, voilà, on a été au Courts of Chaos il y a 2 semaines. On a pris le temps de parler avec le plus de personnes possible, hein. J'espère qu'on a négligé personne. On a signé le plus d'exemplaires qu'on a pu. On n'a pas hélas pu signer la totalité des exemplaires qu'on a eu sous la main, mais voilà, on en a fait le maximum, et voilà. Et du coup, bah, ça va nous permettre d'embrayer, assez rapidement sur ce qu'on a vu au Courts of Chaos. Puisque donc Ouais. au Courts of Chaos, on était venu pour signer ces exemplaires, pour, vous rencontrer, mais aussi, il y avait un petit bonus, c'était la présence, sur scène de Quartz, groupe qui est très lié à Black Sabbath, pour des raisons qu'on a largement développées dans un précédent, épisode hors série. Quartz qui normalement sortait, son 6e album qui s'appelle très originalement Six, dont on attendait éventuellement qu'il y ait des exemplaires présents sur le stand de merch et dont on attendait également un concert correct au minimum. Est-ce que ce concert a eu lieu, mon cher Mathieu? Alors ce concert a eu lieu, et il était aussi incroyable que pathétique. C'est-à-dire que musicalement, c'était lamentable. Mais ça a fait chaud au cœur. Et Ouais. c'était tellement à l'arrache que ça en devenait touchant, en fait. On est vraiment à l'équivalent des films So Bad There Is Good. J'ai oublié le nom en français. Les nanars. Des nanars, voilà, merci. Oh là là, je suis C'était oui, fatigué. Donc on n'était pas c'était loin du nanar. nanar. Alors, pour leur défense, l'âge déjà, puisque j'étais au Grand Paris Sludge la semaine d'avant et j'ai vu Arthur Brand, qui est un des doyens de la scène, 83 ans, sur scène. Il m'a pas fallu une semaine pour battre ce record, puisque le guitariste de Quartz a 84 ans. Mmh. Et rajouter à ses 84 ans que la veille, il s'est pris les pieds dans les câbles et s'est ouvert le visage, donc il était tuméfié avec une vraie entaille sur le crâne. Il a failli d'ailleurs pas faire le concert, ils ont dû l'amener à l'hôpital et tout, donc ça fait quand même quelques excuses. Plus on peut rajouter un ingé son, et ça je pense que ça plaira à Guillaume, parce que Matav, tu connais déjà l'anecdote. L'ingé son vieux de la vieille arrive devant la table de mixage et dit c'est quoi ça? Il dit c'est la table de mixage. Il dit mais j'ai jamais vu de table de mixage numérique, c'est la première fois que j'en vois une de ma vie. Donc le mec du cours lui a dit je vais gérer dans ces cas-là, hors de question, je fais un point d'honneur à faire le son. Donc le mec a bossé avec une table de mixage qu'il ne connaît absolument pas. Donc le son était catastrophique. Le son était catastrophique, les pédales étaient par exemple, toutes les pédales d'effet étaient ultra mal mixées. Il y a un moment où il a commencé à Horrible. mettre une et c'était parfois difficile, physiquement Ah d'entendre oui, le son. oui.
Après, moi, j'étais quand même assez content parce que la setlist me plaisait, c'est-à-dire que il y a la plupart des chansons de Quartz que j'aime bien. Ils ont joué Mainline Riders, ils ont fait un hommage à Jeff Nichols, et c'est là où c'est aussi compliqué, c'est qu'ils ont fini le set, et j'ai récupéré la setlist du groupe. Ils ont fini le set par Heaven and Hell. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils font depuis qu'ils se sont reformés il y a 15 ans, tu vois. Sauf que Heaven and Hell, c'est la chanson littéralement qui a tué leur carrière, parce que c'est suite au départ de Jeff Nichols pour Black Sabbath dans période Heaven and Hell que le groupe a commencé à péricliter. Donc c'est à la fois un bel hommage et en même temps c'est un peu cringe. Je veux dire, c'est comme si tu rendais hommage à ton bourreau. Bah oui, mais Enfin, c'est quand même grâce à ce morceau que le monde et a de oui. l'intérêt pour Quartz, si tant est que le monde ait un quelconque intérêt pour ce groupe. Mais le peu Bah d'intérêt que le ouais. monde porte à ce groupe, c'est grâce à Heaven and Hell. Donc, Bien sûr. Ouais, c'est mais mon alors amour du cringe. du coup, c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire que dans le même set, ils ont joué Mainline Riders, qui est la chanson qui a servi de prototype à Heaven and Hell, et ensuite ils rejouent Heaven and Hell, tu vois. Après, Et Jeff Bates, le chanteur actuel de Quartz, bah voilà, c'était compliqué de passer après Roddy James Dio. si je puis me permettre, j'ai vu plus d'un concert avec plus de 2 fois la même ligne de basse dedans. Donc, Oui. Toi, t'as vu on va pas Manowar en concert. s'offusquer. Oui, donc beaucoup plus d'une fois, voire de 2 fois. Au Courts of Chaos, Gabriel, on a aussi pu remettre notre livre et rencontrer Malcolm Cope, donc, qui a été batteur, pas de Black Sabbath vraiment, mais au moment des sessions de Born Again. Et on avait notamment quelques questions à lui poser. Oui, en fait, alors effectivement, tu l'as rappelé, Malcolm Cope, en fait, donc, est le batteur de Quartz depuis les origines, hein, donc il a toujours été dans le groupe. Mais voilà, en 83, Quartz est en train de plier boutique, et Malcolm Cope, il tente de trouver un point de chute comme Roddy de Black Sabbath, sachant que c'est Jeff Nichols qui lui a dit: «Écoute, viens bosser avec nous, on va avoir besoin d'aide». Donc en fait, il a fait les sessions de répétition et de Born Again, donc avec Gillan, Butler et Iommi, parce que en fait, donc Ward était déjà dans le coup, mais en fait, on ne savait pas si Bill Ward allait venir en Angleterre, parce qu'à l'époque, Bill Ward venait aux États-Unis. Donc Malcolm Cope était en fait intérimaire. Et donc, en fait, et ça, il nous l'a dit, hein, Malcolm Cope, il nous en a parlé, il nous a dit qu'il y avait une possibilité qu'en fait, il soit pris en fait pour remplacer Bill Ward à la dernière minute en studio, ou en tout cas en tournée. Finalement, vous savez que pour la tournée, ce sera Bev Bevan qui fera la tournée, ce qui était, je pense, bien plus vendeur que Malcolm Cope pour un promoteur. Mais donc en fait, nous, on avait une question de savoir, est-ce que éventuellement Malcolm Cope en fait n'aurait pas quand même enregistré une partie des pistes de batterie de Born Again, que Bill Ward en aurait enregistré l'autre, et que au final ils auraient juste mis le nom de Bill Ward sur le truc pour que le projet soit cohérent. Et Malcolm Cope, bon, bah, il nous a répondu poliment, il nous a dit: «Non, non, je suis désolé, mais j'ai fait juste les sessions avant, et à la fin, Bill est arrivé et il a enregistré tout l'album». Bon, voilà, on va le croire, hein, je pense qu'il a pas de raison maintenant, Oui, non, il a plus de lien, personnel, je pense, avec Black Sabbath, donc il aurait pas de raison de non, mentir s'il le si dit, c'est jamais, que c'est vrai, il n'y a pas de raison. voilà. Et alors, ce qui était cool, c'est que du coup, il a enchaîné Malcolm Cope donc sur quelques anecdotes de la période Born Again, notamment de la préparation de l'album. On connaissait l'anecdote de Ian Gillan qui fonçait dans les jardins de Richard Branson avec sa Ford Granada pour faire des courses de voiture sous alcool et sous coke. On connaissait cette anecdote depuis longtemps. On savait aussi que Gillan avait fini dans la piscine avec la Ford. Mais on savait pas l'identité des personnes qui l'ont sorti de la piscine, parce que donc il était dans une voiture dans la flotte, bah voilà, il manquait de se C'est pas une noyer, bonne idée. voilà. Mais qui l'a sorti de l'eau? Et ben c'est Malcolm Cope, voilà. Et ça, c'est une anecdote que je n'ai vue nulle part ailleurs, puisque Mathieu, tu me diras si j'abuse, mais en fait Non, dans les sources qu'on a sur cette période, Gillan et les autres mentionnent juste que a ils few disent de blow, Roddy. Ils voilà. disent de Roddy, il y en a un des deux, donc c'est Malcolm Cope. Et il précise aussi, c'est assez marrant, qu'il y avait deux piscines en fait dans le jardin. Et Ouais. donc il y a un étroit corridor entre les deux piscines et qui s'amusait à passer à blinde à cet endroit où il y avait vraiment la place pour une seule voiture. Donc évidemment, le moindre faux pas, tu finissais dans la flotte. Ce qui n'a Voilà. pas Très manqué. très intelligent. Voilà. Et Ah, donc, bah, c'était l'enregistrement d'intelligence, hein, Born donc Again. on a eu, on Ah a bah, eu une, Ça on a eu, s'entend dans le résultat d'ailleurs. donc on nous a eu sommes d'accord. un détail que nous on estime inédit. Alors je l'avais déjà un peu mentionné dans l'émission Hands Up qu'on a fait, hein, où j'avais déjà fait fuiter l'info, mais donc bah,
c'est Malcolm Cope qui aurait sauvé la vie de Ian Gillan en 83, sachant qu'aujourd'hui Ian Gillan continue sa carrière à plus de 80 ans, donc le même âge que les mecs de Quartz, dans Deep Purple et remplit des stades tous les jours, et Malcolm Cope aujourd'hui fait des concerts dans des MJC au fin fond de la Bretagne où il arrive pas à jouer Evan Hennel carré, tu vois, donc les fameux stades de Deep Purple sont des zéniths, et peut-on parler du chant d'Ian Gillan ou restons-nous courtois? Alors, restons courtois. Mais bon, Bah, oui, il a pas la classe d'Arthur Brown. Voilà, mais moi j'ai fait du coup, alors donc sous mon pseudo de dessinateur HP Mathieu, j'ai fait un dessin dans le volume où j'évoque les fameuses courses en Ford Granada. Et on a offert un exemplaire du bouquin à Malcolm Cope et on lui a montré le dessin et voilà. Et Crusher Joule a reçu son exemplaire du livre et il a adoré le dessin avec le bébé Amy. Il était trop content et je pense qu'il va faire une publi dans pas longtemps, donc ça va être cool. Et on a des belles photos de lui tout content avec son t-shirt, son livre et tout, et ça fait quand même, ça fait un petit truc quoi. Ça fait quand même un petit truc de voir ça. Steve Crusher Joule, on le rappelle, qui, outre le fait qu'il a fait la pochette de Born Again, a beaucoup travaillé avec Ozzy Osbourne. Il est le dessinateur du logo, entre autres, du logo Kerrang aussi. Enfin, c'est une sommité du graphisme dans le métal, et donc d'avoir eu ces contacts avec lui grâce, on le rappelle encore une fois, au super article que tu as fait dans le Rockard du mois dernier, celui avec Rostatou en couverture, donc qu'il faut absolument lire parce que c'est truculent, littéralement. Parlant d'octogénaire, je me permets de rendre hommage à ce cher Brian Wilson qui nous a quittés hier. En tout cas, on a eu l'annonce de son décès hier. Donc, pour ceux qui dorment au fond, Brian Wilson, chanteur et compositeur principal, leader des Beach Boys, qui est responsable à la fois des compos et aussi de l'inclusion plus que excessive des harmonies vocales, pour mon plus grand bonheur, et pas que le mien, si j'en crois le succès de ce groupe. Ah bah les Beach Boys, moi j'aime beaucoup. Alors, juste si on veut rebondir aussi sur l'actu, on n'en avait pas parlé initialement, mais donc désormais nous possédons ceci. Donc il y a le numéro hors série spécial. Non, c'est pas hors série d'ailleurs, c'est un numéro normal, c'est simplement il est collector. Du magazine Classic Rock, magazine anglais Classic Rock, donc spécial Black Sabbath, où il y a donc une interview qui est considérée comme la farewell interview, c'est-à-dire la dernière interview des 4 membres originaux ensemble. Alors je crois qu'ils n'ont pas été interviewés en même temps, hein, je pense que c'est... Voilà, puis, avec Black Sabbath, quand ils disent que c'est la dernière, en général c'est la dernière, donc vraiment on peut le croire, ils nous ont jamais fait le coup. En tout cas, les 10 fois où ils l'ont fait, ça s'avérait juste. C'est ça, les 10 fois ils l'ont fait, c'était à chaque fois juste. C'est la dernière cette fois, c'est la dernière jusqu'à la prochaine. Non, mais du coup, si vous le trouvez, parce que donc le magazine est dispo en import anglais, en fait il est vendu dans un blister, et dedans il y a le poster du concert du 5 juillet, plus un sticker collector. Donc voilà, n'hésitez pas à le trouver à l'acheter si vous le trouvez. Il est trouvable chez Gibert, hein, donc, mais ça va partir assez vite. Un poster et un sticker plus intéressant que l'interview quasiment. L'interview, en gros, ça revient un peu sur la carrière du groupe. Ce qui est intéressant, c'est que Bill Ward s'exprime peu, donc il a ses mots et quelques petites précisions supplémentaires. Rien de révolutionnaire, je vous vends pas un truc qui va changer votre vie si vous connaissez bien Black Sabbath, mais il y a des petits biscuits. Et on n'apprend absolument rien sur le concert, c'est-à-dire que c'est marqué noir sur blanc. La raison pour laquelle ils font la couve, c'est ce concert. Il dit on n'a aucune info, les musiciens non plus. Les interviews ont eu lieu fin mars et ils disent ils savent pas eux-mêmes ce qu'ils vont faire. Donc il y a juste Geezer qui dit on jouera probablement les classiques. Merci. Oui. J'aimerais bien vendre des couves à mes chefs sur ce genre de base-là. C'est clair. Une couve sur système, ils ont 0 actu, ils ont pas annoncé de date, mais allez. Et ils ne diront rien. Ils ne diront rien. C'est surtout ça. Mais on a fait 10 pages. Et après, le seul truc éventuellement qui est dit, mais comme c'est des what if, ça vaut ce que ça vaut, c'est Ayomi qui dit après je me concentre à fond sur mon album solo. Il y aura plein d'invités. Et pourquoi pas, puisqu'on est tous là et qu'ils sont en Angleterre, avoir des feats des mecs de Black Sabbath. Donc cool. Mais c'est le seul biscuit que vous avez sur 15 pages. Ouais, il y a des petits. En plus, il y a des petits trucs dans l'interview où tu te demandes qui a fait l'interview, parce qu'il y a, par exemple, à un moment, il y a une erreur sur Bill Ward. Il dit Bill Ward s'est barré avant la tournée Evan Hennel. Non, il a fait le début de la tournée Evan Hennel, tu vois. Donc il y a des trucs qui sont pas ultra vérifiés. Oui, bon, après c'est pas. On a vu pire. Hein. Franchement, ça fait partie de ce que j'ai vu de mieux concernant le Accurate Black Sabbath. Franchement, mais oui, il y a des petits trucs évidemment. Voilà, et puisqu'évidemment tu parles de Back to the Beginning, ce qu'on sait c'est que le concert sera rediffusé en streaming worldwide. Alors c'est worldwide avec des prix seulement en livres et en dollars pour l'instant. Donc attends, rediffusé, mais il sera en live quand même. Il sera en live, pardon. Oui, ouais, d'accord. Il sera diffusé, retransmis. Parce que
Ok. Voilà, Donc pour il être y a très précis, c'est retransmis en direct et les gens qui payent le paywall ont 72 heures de disponibilité. Donc ils restent 3 jours après sur le paywall. Les prix, c'est entre 25 et 30 euros, hein, si je fais les conversions entre dollars Ce qui est quand même très livres. honnête pour 12 heures oui, de footage, et c'est pas du footage de gueule. Après, on verra le contenu du concert. Mais Ah, très ouais. honnêtement, je sais pas, Guillaume, si toi tu avais payé pour des streams pendant le confinement. De mémoire, moi, Non. le seul que j'ai payé, c'était Nightwish, et c'était 15 balles. Alors, ce qui peut paraître excessif pour un concert d'1 h 30. Après, bon, le concert, enfin, un concert, une répète plutôt. Là, si on, comment dire, si on met ça en perspective, 30 balles, 25-30 balles pour 12 heures de musique, en plus en direct, et vu l'aspect historique de l'événement, c'est pas donné, mais pour moi, c'est pas de l'arnaque. pour moi c'est Sachant qu'il correct, hein. faut payer la diff, faut payer la réal, j'imagine qu'il y aura plusieurs caméras, donc il y aura forcément de la réal, faut payer les serveurs et tout. Moi, C'est je trouve que vraiment c'est pas. cher, mais c'est parce que je me fous des 11 heures qu'il y a avant. Donc en fait, c'est. Ah oui, non, mais Moi, évidemment. genre, je vais pas me connecter dès le matin pour voir tout un tas de trucs que j'ai vus 50 000 fois ou qui m'intéressent pas. Et tout ce qui m'intéresse, c'est la toute fin de l'événement, comme 99% des gens. Et ça durera pas longtemps. Du coup, Si on c'est. indexe le prix sur les Yeah de James Hetfield, ça peut être rentable en revanche. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le fait que ce soit live streamé augure que va y avoir vraisemblablement un DVD et On un peut Blu-ray. imaginer, oui. Donc après, dans quelle mesure, tu vois, je pense que c'est le genre d'événement où, genre, quand il y a plein de concerts comme ça donne lieu souvent à un espèce de gros coffret, un peu à la façon du live du Big Four de Metallica, Anthrax, À Slayer, Sofia. Megadeth, voilà, le fameux live à Sofia. Bon, on verra ce que ça engendrera. Et ce qui est bien, c'est que si c'est live streamé, ça permet de faire des coupes après, tu vois. Donc il y aura probablement pas tout et il y aura genre des gens qui auront la version intégrale du truc. Je serai présent au Back to the Beginning avec Mathieu parce que donc j'ai réussi à trouver une place. Donc voilà. Donc à la base ça ne devait pas être le cas. Mathieu devait y aller tout seul, mais nous serons tous les deux sur place. Donc on essaiera de vous faire quelque chose un petit peu en direct et après je pense qu'on fera peut-être un épisode spécial pour débriefer ce qu'on a vu et concernant des choses qu'on nous a demandé en privé sur Instagram et sur Facebook notamment. Il y a plein d'auditeurs qui m'ont posé la même question. C'est concernant les rééditions là qui ont lieu en ce moment des 8 premiers albums de Black Sabbath période Ozzy, donc qui ont été réédités par BMG dans des éditions digipack toutes simples. C'est-à-dire il n'y a pas de Dites bonus, il n'y a de rien du tout. schlag. Dites de schlag, hein, voilà. Alors, ce qui est sympathique, c'est Black qu'elles ont, Sashlag. elles ont à peu près la même maquette que les rééditions récentes de Tony Martin. Donc, voilà, enfin, si vous voulez avoir une collection, Oui, ça, je pense que ça a passionné énormément de monde. voilà. Vraiment. Mais Non, mais non, mais il y a des gens qui ont fait la réflexion, et c'est pas faux. C'est que, alors j'ai pas vérifié en vinyle, mais en CD, si t'as des CD que t'as pris à différentes époques, le coup d'œil à ta discothèque est vraiment affreux parce que les ouais. tranches se ressemblent jamais. Donc il y a des gens qui ça frustre, et je suis assez geek pour comprendre ce sentiment. Ah ben je également et en fait alors du coup on m'a demandé de quoi il s'agissait. Est-ce qu'il s'agissait d'un truc vraiment nouveau, etc. Sachant est-ce que ça vaut le coup que je le rachète? Eh ben si tu l'as déjà, non, parce qu'en fait la seule chose qui change c'est le packaging. Pour le reste c'est le remaster de 2009-2010. Ok. Donc c'est des choses qui ont déjà été republiées depuis des années. C'est le même remaster qu'il y a dans les Super Deluxe pour certains trucs. Donc vraiment, c'est vraiment si vous les avez pas et que vous voulez les choper là en ce moment parce que vous avez peut-être lu notre livre et que vous avez envie de compléter votre collection. Mais voilà, donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste un repress avec un nouveau packaging. On va se lancer un petit peu sur Black Sabbath maintenant et Connais revenir à là pas. où on en était, c'est-à-dire l'été 2005. Donc Black Sabbath, hein, pas Heaven and Hell qui n'existe Ouais. pas, je suis pas pro pour parler de ça, ça n'existe pas en 2005. Black Sabbath fait quelques dates de Ozzfest avec Iron Maiden en tête d'affiche, hein, Sabbath et Maiden sont les deux têtes d'affiche. Des Ozzfest sur lequel la chose la plus truculente, peut-être que Guillaume tu pourras nous en dire un mot parce que tu avais travaillé le dossier, Ouais. c'est le fait que l'antagonisme entre les deux clans ont atteint leur paroxysme un soir de jet d'œuf sur le groupe. Ouais, c'est le 20 août 2005, c'est un des derniers soirs d'ailleurs, je sais plus si c'est le dernier même. En fait, le truc c'est qu'à l'époque sur la Ozzfest, Ozzy, il peut chanter que tous les 3 jours parce qu'il protège sa voix et ça, on va dire que du côté de Bruce Dickinson, ça se moque un peu
Genre, le mec, il a surpu, tu vois. Et ça se fout surtout de la gueule de leur émission télé-réalité The Osborne, parce qu'à l'époque, c'est le méga carton. Et aussi, Bruce Dickinson, c'est un mec qui, en général, peut être assez mauvais esprit quand il aime pas un truc. Et il dit sur scène. Disons qu'il a pas la langue dans sa poche. Voilà, il dit un peu tous les soirs sur scène que voilà, nous, on n'utilise pas téléprompteur sur scène. Rapport Ozzy prend ses textes. Nous, on chante tous les jours. Nous, on n'a jamais eu besoin d'une émission de télé-réalité pour rester à la mode et rester cool, parce que voilà, etc. Et donc, pour ça, les restes, les membres de Black Sabbath, ça, ils entendent pas, ils s'en foutent, quoi. C'est le genre de truc, ils sont dans leur loge, ils glandouillent. Mais il y en a une qui, elle, suit tout et est au courant de tout, évidemment, c'est Sharon, et elle commence, je pense qu'il faut pas beaucoup de soirs pour qu'elle commence à bien serrer les poings. Ouais. Et c'est avant le dernier show Hyundai Pavilion de San Bernardino, Californie. J'avais noté le truc parce que je me souvenais plus, mais en gros, Geezer, il dit, nous, tout se passe très bien, quoi. Steve Harris passe dans les loges, il nous remercie pour la tournée qui était trop cool, on échange des cordes de basse entre nous, vraiment super bien, quoi. Et après, une fois que Steve Harris est parti, il y a Sharon qui rentre dans la loge de Geezer et qui lui dit tiens, ce soir, je sais que tu regardes pas tous les soirs, mais ce soir, garde un œil sur les moniteurs de télé qui retransmettent le concert parce que ça va être rigolo. Et du coup, il se dit merde, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en gros, là, elle a réuni 200 gamins, c'est ce qu'elle dit, 200 kids, dont sa fille. Sa fille Kelly, a priori, était dans le lot. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Ouais, elle a pris. Bah, tu sais, c'est pas dur. Tu sais, sur une Ozfest où il y a tellement de monde, elle dit. Elle en trouve quelques-uns, elle leur dit tiens, je vous ramène. Donc elle est allée leur. C'est elle qui a fait livrer des œufs, quoi. Elle leur a fait livrer plein de packs d'œufs et elle a dit ce soir, vous me balancez des œufs sur la scène. Elle fait pas que ça, hein. Mais en gros, ils sont en train de. Coûterait beaucoup plus cher de nos jours. Ils sont en train de. C'est pendant qu'ils sont en train de, notamment quand. C'est le truc qui fait encore plus vriller Dickinson, c'est que quand il sort, vous savez que sur The Trooper, il sort son Union Jack et il brandit son Union Jack et il est quand même, ça lui tient à cœur, ce genre de truc. Et là, évidemment, quand il se fait balancer plein d'œufs sur le drapeau, il pète un câble. Et c'est là qu'il gueule le fameux truc où il dit j'imagine que tous ces mecs se croient drôles, mais ceci est un putain de drapeau anglais et ses couleurs n'éternisent pas. En anglais, these colors don't run. Et ce qui est marrant, c'est que pas longtemps après, ce sera le titre d'un morceau de Matter of Life and Death. Littéralement un an après. Littéralement un an après, et le morceau a été inspiré par cet événement, en fait. A priori. Et alors, il me semble qu'ils ont été payés, hein, les kids. Hein. Genre, parce oui. ils ont pas fait gratos. Ouais, elle a payé des gars, c'est pour ça que j'ai dit, elle a payé beaucoup de fous. Elle leur a filé des œufs, mais je crois, elle leur a filé de l'argent, des t-shirts, des goodies, des machins, tu sais, genre, c'est Sharon, quoi. Et donc, la tension monte, Dickinson, il dit carrément, il dit aux gens, si vous trouvez les gens qui jettent les œufs, cassez-leur la gueule, c'est vraiment... Et ils se prennent pas que des œufs, hein, ils se prennent des bouteilles, des capsules, etc. En plus de ça, elle fait diffuser des cris Ozzy dans la sono pendant qu'il joue, elle fait couper le son plusieurs fois, pendant Phantom of the Opera, pendant Run to the Hills, Lord Be Thy Name, elle fait couper plusieurs fois le son. Il y a des vidéos sur YouTube, vous pouvez voir, c'est vraiment le chaos absolu. Et il y a même un gars, et ça c'est raté, mais a priori c'est elle aussi forcément, c'est soit un mec super fan de Sharon qui a voulu faire du zèle, soit c'est elle qui l'avait mandaté. Mais il essaie, pendant The Trooper avec l'Union Jack, il y a un mec qui essaye de rentrer sur scène avec le drapeau américain pour venir courir devant Dickinson. Et en fait, il se fait choper par les agents de sécu et il se fait jeter, il se fait expulser avant d'avoir le temps de le faire. Je crois qu'il y a des vidéos où on le voit sur le côté, mais ils n'ont pas le temps de rentrer. Et après ça, tout ça, donc c'est le gros bordel, le public comprend rien, les gens sont écœurés par ce qu'ils voient. Et Sharon Osbourne, très fière d'elle, monte sur scène et elle dit ne cherchez pas la merde avec nous, ne nous manquez pas de respect, sinon voilà ce que vous récolterez. Et elle a jamais. Alors, une vraie queen aurait été voir Dickinson et lui mettre sur la gueule entre elle a jamais regretté ce qu'elle a fait, elle a toujours dit il a eu ce qu'il méritait. Nous, on a dû écouter ses saloperies pendant 5 semaines. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est essuyer des morceaux d'œufs sur le visage. Il y a la moitié du public qui est dégoûté et qui l'a eu, qui la siffle et qui se barre. Hein. Il y a 45 000 personnes. Ils viennent voir Maiden et elle pourrit le concert, concrètement. Il y a à peu près la moitié du public qui, du coup, se barre et Black Sabbath perd du public à cause de ça. Et le truc qui est génial, c'est la conclusion de Geezer Butler. Geezer Butler, il dit c'est une étrange manière de conclure, c'est qu'il jusque-là a toujours été une relation très harmonieuse entre deux groupes. La morale de l'histoire, ne croisez jamais le chemin de Sharon Osbourne. Geezer toujours classe en toutes circonstances. Bien sûr. Le monde ne mérite pas Geezer Butler, je maintiens mes propos. Hein. En plus, à l'époque, sa femme Gloria, elle est déjà bien en bisbille avec Sharon, c'est compliqué.
Ouais. Autre moment délicieux de l'interview de Classic Rock, parce qu'on sait qu'on en a parlé lors de la bio de Geezer, qu'il y avait des tensions entre les deux clans, notamment via les deux femmes, Gloria et Sharon. Et la façon qu'a Ozzy d'expliquer qu'ils peuvent faire un concert malgré ces embrouilles, elle est absolument géniale. En disant non, mais moi j'ai gueulé en live en disant que j'étais très malade et qu'il m'a pas envoyé un message pour me demander si j'allais mieux. Mais en fait, c'est parce que comme il utilise pas son téléphone, il envoie des mails et j'ai pas reçu les mails et c'est pour ça. Ok, les gars, donc on peut jouer ensemble. Alors, okay, par les contre, gars, merci. il y a un truc qui est vrai dans la phrase, parce que ça, c'est Tony Iommi qui nous l'avait dit quand nous on a fait l'interview, c'est que Butler ne téléphone jamais Oui, et communique c'est que vrai. par mail. Et que c'est un peu. Tu sens que ça les gonfle un peu, parce que par exemple, Ozzy et Iommi s'appellent beaucoup. Et ils aiment bien se parler. Et Butler, c'est que les mails, quoi. Ouais, mais il y a qu'à voir Instagram que... pour savoir que Gloria Butler elle utilise son téléphone, hein, t'inquiète pas. Bon, donc ces dates de 2005 se terminent et l'année 2005 et le début de l'année 2006 voient deux événements prendre place. La première, c'est l'introduction fin 2005 du groupe Black Sabbath au UK Music Hall of Fame. Donc, pour la faire courte, ce qui est intéressant dans cet événement, il y a deux choses. Premièrement, le fait que les deux clans, Gabriel, tu l'avais expliqué, je me permets de le dire, de te rendre crédible, parce que c'est toi qui l'avais dit lors du premier enregistrement, que le clan Osborne voulait que ce soit Angus Young qui introduise le groupe, et que du côté Iommi, il voulait que ce soit Brian May. À noter d'ailleurs qu'Angus Young avait été invité à Back to the Beginning et fait partie des invités qui ont décliné. Et bah, du coup, ils ont trouvé un entre-deux où Ozzy est présenté par Angus Young et Black Sabbath par Brian May. Le groupe joue live Paranoid, introduit par le riff de Sabbath, Bloody Sabbath. Et ce petit moment un peu affreux d'ailleurs, parce que ça joue pas hyper bien et Ozzy chante vraiment très mal, est à l'heure actuelle, à l'heure où nous enregistrons, la dernière fois que les 4 musiciens ont joué tous les 4 sur scène. Ever. Et alors, ce moment où UK Hall of Fame, il est aussi notable parce que Brian May, en fait, pendant un moment, a refusé en fait de faire cette introduction parce qu'il a dit à Tony Iommi, écoute, je trouve que c'est pas juste. Là, c'est juste les 4 membres d'origine, mais on parle pas de Ronnie James Dio, on parle pas de Tony Martin, on parle pas de Cozy Powell. Moi, ça me dérange. Et comment dire, Tony Iommi a insisté pour que ce soit lui qui le fasse, et c'est là où c'est assez cool. C'est donc Brian May a introduit le groupe et il précise. Les 4 membres d'origine, voilà, sont importants, mais il faut aussi rappeler que dans ce groupe, il y a eu Ronnie James Dio, il y a eu Tony Martin, il y a eu Ian Gillan, il y a eu Cozy Powell. Et donc, des gens que lui connaît, tu vois, donc il va pas forcément mentionner tous les autres, hein, dont nous, on a parlé dans nos émissions. Mais pas le temps. Moi, je trouve ça super cool, c'est qu'au moment où il prononce Tony Martin, la caméra fixe Ozzy Osbourne, qui ne dit rien. Et ça, je trouve ça assez fabuleux. Who the fuck is Eminem? Mais je pense que Sharon Osbourne, elle a dû un petit peu grincer des dents à ce moment-là. Tu vois, donc... Mais ce qui est intéressant, c'est que ce moment au UK Hall of Fame, c'est le moment, en fait, où Geezer et Iommi commencent à se dire ça commence un peu à nous faire chier de ne plus jouer les chansons de la période Dio. Alors, du coup, il y a le Rock'n'Roll Hall of Fame qui arrive ensuite, qui arrive un an après. Alors, 2006, année où il n'y a pas... Quelques mois après, parce que c'est début 2006. Quelques mois après, donc alors j'aime bien, je crois que c'est, je sais plus si c'est Geezer ou Iommi qui le disent dans leur bio, mais ils étaient contents que ce soit les Britanniques qui dament le pion aux Américains pour l'intronisation. En tant qu'Anglais, ça leur faisait plaisir. Donc il y a une autre introduction au Rock'n'Roll Hall of Fame américain cette fois l'année d'après, et alors cette fois ils refusent de jouer. Metallica qui joue. C'est Metallica qui joue All in the Sky. Puis Iron Man. Ça faisait partie des vidéos qui tournaient beaucoup sur LimeWire à l'époque et Casa pour ceux qui n'avaient pas peur de se faire prendre des virus dans leur ordinateur. Moi, ça fait partie des trucs qui ont un peu rythmé le moment où je construisais ma culture métal, quoi. Voir Metallica reprendre All in the Sky, c'est un sacré souvenir. Et j'ai le souvenir aussi de, comment il s'appelle, de Geezer Butler qui dédie son trophée à Dimebag et à Cliff Burton, si je dis pas de bêtises. Ouais, et pareil, ça je l'avais déjà évoqué, il me semble, dans l'émission sur Sabotage, mais ce moment en fait où Metallica reprend All in the Sky, alors je sais Guillaume que tu n'aimes pas cette reprise, mais en fait moi c'est une des raisons qui font que je suis devenu fan de Black Sabbath aujourd'hui, c'est le fait d'entendre ce riff qui m'a fait me dire mais ce riff il est trop bien, et voilà, ça a joué un rôle fondateur en fait dans ma passion pour Black Sabbath, ce moment Metallica qui rend hommage à Black Sabbath. Prenons un instant pour remercier Metallica, on le fait pas assez en ce moment et parfois à raison, mais merci Metallica quand même.
Mais si vous pouviez annuler le Back to the Beginning, je suis chaud quand même. Bon. Il est vilain. Il est Surtout que là, les derniers lives en date, c'est vraiment, ça dégringole, hein, toujours Ouais. plus. Alors, pour finir sur cette histoire du Rock'n'Roll Hall of Fame 2006, donc c'est encore un moment où Iommi et Geezer se disent bon, voilà, là on n'a pas de truc prévu avec Ozzy, est-ce qu'on ferait pas un peu autre chose? Mais alors, il faut savoir qu'il y a un disque qui sort à ce moment-là en 2006, à l'occasion de cette intronisation, c'est la compile Greatest Hits 70-78 qui sort donc chez Rhino Records. Donc filiale de Warner, et qui est une compile, alors évidemment qui ne propose rien de nouveau, c'est-à-dire c'est des choses qui ont déjà été publiées sur la compilation Symptom of the Universe 2 ans plus tôt, rien de nouveau sous le soleil, mais c'est quand même déjà un truc qui fait se dire « il y a des gens qui sont prêts à acheter des compiles de Black Sabbath avec du vieux matériel », donc Rhino se dit « voilà, ça marche plutôt bien ». Il y a la carrière de Ronnie James Dio qui, Mathieu, tu vas y revenir, est dans une phase de creux, on va dire. Il y a l'idée de capitaliser justement sur un vieux catalogue et de publier, pourquoi pas, une nouvelle compile qui, là, cette fois, serait consacrée totalement à la période Ronnie James Dio. Et je pense qu'il y a moyen que ça parte vraiment complètement du Rock'n'Roll Hall of Fame et de la vexation de Dio de Payette. Hein. Ça a dû reconnecter parce qu'ils ont dû lui écrire pour s'excuser. Lui, il a dû faire des remarques genre, dis donc, moi aussi, je suis Black Sabbath, tu vois. Ça a pu jouer, peut-être, mais il y a d'autres éléments. Je propose différentes pistes, vous me direz. La première, déjà, c'est que, donc, tu l'as dit, la carrière de Dio post-Dehumanizer, ça a été un vrai passage à vide. C'est-à-dire que, quelque chose qui paraît fou aujourd'hui, il a fait des salles minuscules, c'était un outcast du métal, vraiment, et il a dû vraiment mettre les mains dans la merde, quoi. Et sort en 2000 l'album Magica, qui, si il se vend un petit peu mieux que les autres, on parle de 75 000 copies sans être délirant, est un rebond artistique pour beaucoup de monde. D'ailleurs, ça le motive à potentiellement faire un Magica 2 et 3. Il va énormément en parler à la période Heaven and Hell, même si pour des raisons de santé ça n'arrivera pas. Et surtout, un très mauvais album. Et voilà, oui, toi, alors, fan. On en parlera on en parlera dans de futures émissions, mais il y a un clivage qui existe entre moi et Mathieu David sur Magica. Magica, je trouve que c'est le dernier très bon album de Dio. Mais, moi, je lui préfère largement Master of the Moon, du coup, le vrai dernier album de Dio. Et pour moi, cet album a inspiré le Pokémon Magikarp, qui est un Pokémon dont la seule attaque trempette ne fait aucun effet jusqu'au niveau 15 quand il la prend en charge. Et donc si j'ai bien compris, Léviathan, c'est Heaven and Hell. Léviator, pardon. Mais ouais, donc du coup, voilà, les derniers albums de Dio, on va dire qu'il y a un peu à boire et à manger dessus et tout le monde n'est pas d'accord dessus. Moi, je la dalle, personnellement. Hein, mais en 2000, au moment où sort cet album, sort également une compilation des vieux titres de Dio. Et cette compilation se vend, elle, à 500 000 exemplaires. C'est un carton. Donc, il y a un intérêt des gens pour la carrière passée de Dio. Donc, vu que les best-of de Black Sabbath marchent bien, que les best-of de Dio marchent bien, il n'y a pas de raison de ne pas faire de best-of de Black Sabbath avec Dio. C'est donc ça qui arrive, plus le fait que l'année 2006, du côté Ozzy Osbourne, est consacrée à la composition et l'enregistrement de Black Rain. Donc lui, de son côté, il est occupé, il a des saignettes. Oui, non, pas le goût. Ce qui est drôle, ce qui me fait rire, c'est que tu avais fait la même blague, évidemment, au premier enregistrement. C'est ça qui est énorme. Exactement la même, et au même timing en plus. Exactement. Et donc l'autre chose, même si j'ai pas réussi à trouver la date exacte, lors de la tournée anglaise de Dio en 2005, Iommi monte sur scène pour jammer avec Dio. Alors j'ai pas réussi à voir si c'était à Londres ou Birmingham, mais du coup il se voit. Alors sur scène ou en coulisses, j'ai du mal à le voir parce que j'ai trouvé aucune info, aucune vidéo nulle part. Mais en tout cas, ils en ont parlé dans des interviews. Et ils en parlent souvent en interview, et même Geezer en parle, donc c'est que vraiment, alors voilà, ça s'est passé quoi. C'est un moment où ils reconnectent en fait, donc ils se sont pas vus, comme toujours Dio et Iommi, quand ils se disputent, ils se voient pas pendant genre 15 ans. Et là ils se sont pas vus depuis 92 quoi, depuis Costa Mesa. C'est pour ça qu'il y a juste besoin d'un élément déclencheur qui peut être le tiens, Rock'n'Roll of Fame avec Ozzy sans audio, et tiens, désolé, et puis au fait, c'était cool quand on faisait des trucs ensemble, et hop là, c'est reparti. Alors, effectivement, Gabriel, on remarque que tu as raison aussi, aujourd'hui, ça fait 15 ans que Iommi et Dio ne se sont pas vus. Ça, c'est du mauvais goût de rôle. mais ouais, non, mais donc c'est toujours par an. C'est voilà. Donc là arrive enfin ce moment, ce troisième moment de Dio, Iommi, Butler, où ils reconnectent et où ils se disent, ce serait cool de refaire de la musique ensemble. Alors, en fait, comme il y a ce projet de compilation, projet de compilation qui dans un premier temps prend la forme d'un
d'un projet de Black Box 2. Donc il y a eu la Black Box qui est sortie 2 ans auparavant, hein, c'est-à-dire le premier coffret collector avec les 8 albums d'Ozzy réunis dans un seul coffret. Donc au début ils se Et disent... un magnifique livre couverture velours. Ouais, qui est vraiment, Noir. c'est un très beau coffret qui maintenant vaut Ouais. une blinde absolue. Hein, donc, Alors que moi j'ai eu la chance de l'acheter à l'époque, et à l'époque c'était une affaire, hein, c'est-à-dire que parce que les 8 albums, les 8 premiers albums de Black Sabbath n'étaient pas si. Alors tu pouvais les trouver, mais tu pouvais pas les trouver à bas prix, quoi. La Black Box avait quand même coûtait quand même son petit kit de mémoire, Oui. c'est 80 balles. Ça fait 10 balles l'album, c'était pas. Ça va, tu pouvais t'en Oui, sortir. c'est correct. Et donc le premier projet, c'est de faire une suite en réunissant les 4 albums avec Dio, donc 4 en comptant à l'époque Live Evil, hein, donc c'est-à-dire voilà, Bien sûr. Even NL, Mob Rules, Live Evil, Dehumanizer. Dehumanizer qui donc à l'époque n'avait jamais encore été réédité, contrairement aux 3 autres qui à eux avaient été réédités par Castle et Sanctuary. Donc voilà, donc ça c'est le projet, mais au début voilà, on se dit... On hésite un peu, on se dit on va plutôt faire partir sur une compile simple. Et donc le projet se transforme en compile et on dit à Iommi et Butler et Dio, bah, ce serait bien pour faire un truc un peu vendeur de rajouter peut-être des trucs inédits, donc des morceaux que vous avez jamais sortis, des choses comme ça. Et Iommi, Butler et Dio disent bah on n'a rien. On a bien vu lors de tous ces épisodes qu'on a fait avant, ils composent toujours pile ce qu'il faut, jamais de gras chez Black Sabbath, donc il n'y a rien. Donc Rhino a soumis une liste pour le best-of. Les musiciens ont dit avoir fait un changement dans cette liste. On ne sait pas lequel, mais il y a eu un changement qui a été fait. Et donc il y a 2 morceaux supplémentaires qui doivent être composés pour être ajoutés à cette liste. Les musiciens se voient, très exactement, Iommi et Dio se voient pour commencer à composer, avec dans l'idée d'appeler Geezer et Bill Ward, puisqu'à ce moment-là, dans l'idée c'est Bill Ward, pour compléter le line-up et enregistrer tout ça. 2 infos là-dedans. La première info, c'est que en fait, donc, les titres ont été composés tout d'abord par Dio et Iommi tous les deux, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bassiste, donc c'est Dio qui a joué de la basse durant ces sessions de composition. Dio, on rappelle, dans Elf avant Rainbow, il était au départ bassiste et chanteur, avant qu'il prenne un bassiste en plus et qu'il se concentre sur le chant. Ces 2 premiers titres qui ont été composés, c'est donc The Devil Cried et Shadow of the Wind, et donc Shadow of the Wind est un titre qui a été composé par Dio, c'est-à-dire que même la ligne de guitare, enfin les riffs de guitare ont été composés par Dio, qui les a proposés à Iommi, et Iommi s'est contenté de les rejouer à sa façon. Donc c'est vraiment des morceaux qu'ils ont dans un premier temps composés à 2, sauf que comme l'entente se passe de nouveau très bien, après on va dire toutes ces années de recul, il y a un 3e titre qui sort, et ce 3e titre c'est Here in the Wall. Donc l'idée en fait c'était de se dire on va composer 3 titres, on va en composer un qui soit vraiment lent, donc un vrai titre Doom, c'est Shadow of the Wind. On va en composer un plutôt mid-tempo, c'est The Devil Cried. Et ensuite, on va en composer un plus speed. Ce speed, c'est Here in the Wall. Alors, Here in the Wall, c'est marrant parce qu'il est Judas Priest-esque, Iron Maiden-esque, quoi. C'est assez rigolo. Oui, mais sans les œufs. Mais sans les œufs, ouais. Il est plus Judas Priest que celui-là. Mais après, c'est vrai que Dio, sur cette période, il a des petits tics Maidenesques. Enfin, c'est pas surprenant, ils viennent des mêmes racines heavy. Hein. Tout à fait. Mais c'est assez cool. Alors, assez marrant. Donc ce qui est rigolo, c'est de se dire que ces 3 titres, Geezer est appelé, Geezer joue ses parties de basse, tout va bien. Et puis, la première idée, c'était de les faire enregistrer par Bill Ward. Donc Bill Ward se pointe en studio, Bill Ward répète les morceaux, et Bill Ward n'arrive pas à produire quelque chose de satisfaisant rapidement, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, les autres finissent par dire bon frère, voilà, enfin, soit tu le fais maintenant, soit tu le fais pas. Et Bill Ward se fait dégager. Et alors là, c'est là où il y a quand même des versions assez contradictoires, puisque quand tu vas voir sur Internet, notamment sur le site de Joe Ziegler, où il y a Bill Ward qui s'est exprimé justement sur son renvoi, parce qu'il a été renvoyé, en fait. Il a été dégagé du projet. Bill Ward, il fait plein de circonvolutions pour justifier. En fait, il dit que c'est lui qui est parti. Tu vois, il dit oui, j'ai commencé à bosser, puis au bout d'un moment, je le sentais pas, je suis parti. Et il commence à. Je m'en vais comme un prince. Il prétexte pas des problèmes de santé aussi, des problèmes de genre. Il parlait de se consacrer à sa famille, me semble-t-il. Mais en fait, il donne 5000 justifications différentes, et en fait, l'une des justifications qui revient tout le temps, c'est comme en 1980, je le sentais pas qu'il n'y ait pas Ozzy et tout machin. J'aime beaucoup Dio, mais voilà, mais artistiquement là, ça le fait pas et tout machin. Et puis en fait, quand tu lis la bio de Geezer, il dit simplement non mais Bill il savait pas jouer en fait. Enfin, il arrivait pas à jouer les trucs correctement.
Et les musiciens, les 3 autres en interview, la version officielle, ça sera de dire que comme ils ont très vite décidé de tourner, lui ne voulait pas tourner et que du coup c'est pour ça que ça l'a pas fait. Le principal problème, vous débrouillez avec toutes ces infos, vous prenez celle qui vous en fait, arrange. le principal problème que Geezer pour le coup soulève, c'est que en fait s'ils avaient dû tourner, ils auraient joué des chansons que Bill n'a jamais jouées, notamment des chansons de Dio, de Mob Rules et de Dehumanizer, et ça aurait été compliqué en fait pour Bill Ward d'apprendre une majorité de titres qui sont pas les siens, sachant puis que mine de rien, on en parlera quand on viendra au live, mais c'est beaucoup plus cohérent d'avoir à pitcher sur ce genre Oui. de morceaux parce Tout à que fait, tout à Bill fait. apporte Bien pas sûr. la même saveur au jeu, quoi. C'est vraiment pas l'univers. Là, on est vraiment pas dans l'univers de Bill, je trouve, même si Bill, c'est un super batteur capable de s'adapter à plein de choses, mais là, pour le Oui. coup, Et sa Donc voilà. performance sur Heaven and Hell est pas indigne d'ailleurs. ah Non, bah non, non, loin de là, loin de mais là. Ouais. Mais contrairement à celle de Malcolm Cope au Oui. Courts of Chaos sur Heaven and Hell, mais bref. Oui, ça on pourra en reparler plus tard. Il est Mais, méchant. Mais du coup, oui, évidemment, ça fait sens parce que tous les morceaux qui vont être joués sont des morceaux sur lesquels Vinny Appice a joué, quoi qu'il en soit, il en a composé la plupart. Et c'est un batteur qui sera beaucoup plus capable et bien plus en forme, quoique, Oui. pour cette tournée. Oui, quoique, parce que en fait, Vinny Appice en parle, il me semble, dans les interviews du DVD Neon Nights Live in Wacken, où il revient justement sur ses retrouvailles avec Black Sabbath en 2006-2007. En fait, à l'époque, Vinny Appice, il est un peu dans une période difficile. Il s'est fait, alors je sais plus si c'est lui qui est parti ou s'il s'est fait dégager à nouveau de Dio juste avant Magica, parce que c'est pas lui qui joue sur Magica, alors qu'il jouait sur les 2 albums précédents. Donc il est dans une situation pas simple. Il a rejoué avec Black Sabbath, mais avec Ozzy en 98, mais il avait un rôle purement intérimaire. Et en fait, en ce milieu d'année 2000, Vinny Appice, il est dans un vrai creux de sa carrière. Il a pris beaucoup de poids, il le dit, il dit: «J'ai été contacté par Gloria Butler pour rejouer avec Black Sabbath et je l'ai appelé en lui disant: "Bah écoute, moi je veux bien, mais je te préviens, je suis en surpoids, donc faut me prévoir un gros siège pour que je puisse m'asseoir." Enfin bon, bref, il en a même un peu honte et tout machin, et il dit: «Non, non, mais t'inquiète." Enfin, Gloria Butler lui dit: «T'inquiète, ça va le faire." Et donc il vient en studio et il retrouve Dio, Iommi et Butler qui lui font une farce au moment de son arrivée. Donc on voit que à 60 ans quasiment, bientôt, ils sont toujours en train de se faire des farces. Donc c'est assez rigolo. Donc les retrouvailles avec Appice sont très bon enfant, et donc assez vite, voilà, c'est un lui bon qui soldat, hein, pour le coup, Oui. c'est ça qui est pratique. Et alors, du coup, Mathieu et Guillaume, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces 3 titres? Parce que pour moi, je suis désolé, mais c'est une résurrection, littéralement. Quand tu Ah Alors moi, bah, vas-y Guillaume. moi j'adore Shadow of the Wind et encore plus en live, on en reviendra tout à l'heure parce que je trouve qu'il le sublime dans la version live, c'est un truc de Tout à zinzin. fait. The Devil Cried, en fait, les 2 qui gardent pour le live, c'est les 2 meilleurs pour moi, donc il y a pas de souci. The Devil Cried est un peu plus un peu plus facile, on va dire, c'est moins elle me enfin, Elle a moins d'imagination. ouais, voilà. Et puis Here in the Hall, pareil, elle est vraiment sympa, mais je trouve que les 3 tiennent très bien la route. C'est comme tu dis, c'est quand même une résurrection pour l'époque, on voit d'où ils viennent et tout, mais je trouve vraiment qu'arriver à accomplir un truc comme Shadow of the Wind à l'époque, c'est puis en plus, il y a vraiment la marque, c'est marrant, mais il y a vraiment la marque du Iommi Fusedien de l'époque. Ouais. Et ce que j'adore en fait à cette époque, et ça m'avait déjà marqué à l'époque, j'étais super content, c'est qu'ils arrivent complètement à s'adapter à leur époque, quoi. Ils sont complètement pertinents dans cette espèce de heavy doom lourd. Ils sont vraiment, tu dis OK, c'est les big boss, quoi. Tout à fait. C'est un truc qu'avait évoqué notamment Mathieu, pas moi l'autre, à côté de moi dans l'enregistrement précédent, qui malheureusement n'existe pas. C'est que c'est intéressant qu'ils soient allés chercher vraiment la scène Doom qui était florissante à ce moment-là, plutôt que courir après le grand public comme il l'avait fait notamment dans les années 80, dans la deuxième partie des années 80, qui était un petit peu un projet un petit peu, vain. Ouais. Donc moi je te rejoins pas mal Guillaume, Here in the Hall, et pourtant moi je suis un compte crasher, mais c'est une speedrun un petit peu pas désagréable, mais pas spécialement mémorable non plus. Moi je vous cache pas que j'en garde très très peu de souvenirs. En revanche, j'aime beaucoup Shadow of the Wind, un petit peu moins Devil Cried, mais Shadow of the Wind a vraiment quelque chose, notamment son refrain qui est pas qui est pas exceptionnel sur le papier, mais qui fonctionne, notamment dans le fameux merveilleux live dont on va parler. En fait, c'est marrant à quel point ils sont candlemassiens sur cette période. Oui. C'est fou, quoi. Bien sûr. Oui, c'est un juste retour, vu Ouais. que Candlemas a pris avec Black Sabbath, et de manière complètement assumée, hein, bien évidemment.
On a choisi d'évoquer donc la compilation Dio Years dans notre livre parce qu'en fait, on a traité tous les albums et tous les trucs studio bonus, donc c'est pour ça qu'on a mis les titres bonus de réunion, les choses comme ça et Devil Cried, mine de rien, c'est un titre qu'on a classé assez haut, hein, dans notre classement, hein. C'est-à-dire que Ouais. c'est voilà, ce début de retrouvailles avec Dio, c'est quelque chose qui vraiment, remet tout le monde à l'étrier. Alors, quelque chose qu'il faut dire, donc tout ça sort dans une compilation sortie par Rhino qui s'appelle The Dio Years, qui est une compilation donc qui sort le 23 avril 2007. Et du coup, c'est ce qui fait qu'officiellement, ces 3 morceaux sont des morceaux de Black Sabbath, parce qu'il y a des gens qui disent ces 3 morceaux nouveaux de Heaven and Hell, mais c'est 3 morceaux de Black Sabbath. C'est ça, Ça c'est très important, c'est de se dire que en fait, à l'époque, Iommi a encore l'exclusivité des droits d'usage du nom Black Sabbath, ce qui fait que ces 3 morceaux sortent sous le nom Black Sabbath. Voilà, c'est ça. Ce sont des morceaux de Black Sabbath. Du coup, la setlist du live, c'est 100% du Black Sabbath. C'est ça. Et en fait, ça nous permet aussi d'évoquer déjà un petit peu le problème qui va se poser autour de ce nom qui est utilisé, parce que donc la compile sort sous le nom Black Sabbath, les 3 nouveaux morceaux sortent sous le nom Black Sabbath, donc en fait, ce projet est Black Sabbath. Tu vois, ce line-up qui est en train de se retrouver est officiellement Black Sabbath à ce moment-là. Et d'ailleurs, il existe même des photos promo, alors les photos promo qui ont été faites pour ces retrouvailles, où donc tu as les 4 de période Mob Rules qui sont ensemble, et c'est marqué souvent en dessous Black Sabbath, tu vois. Donc il n'y a pas le lézard, quoi. Ça devait être une reformation de Black Sabbath, pas de... La question qui se pose, c'est au moment de tourner, au moment où il y a en fait des propositions de partout et qu'ils vont faire cette énorme tournée, puisque même si elle ne passe pas par la France en 2007, elle visite absolument tous les autres continents, ou presque, parce qu'évidemment il n'y a pas de date en Afrique, et en Asie non plus d'ailleurs, mais il y en a en Nouvelle-Zélande, en Australie, ça commence par le Canada, les USA. Il n'y a pas de date au Japon ? Mais si, justement, Mathieu, il y a des dates au Japon. Asie, excusez-moi. Mais voilà, alors, des dates absolument partout, sauf en France. Sauf en France. Notamment. Alors, c'était une période, pour ceux qui se souviennent pas trop ou qui n'ont pas vécu, la France, au début des années 2000, était très frileuse. Enfin, la France et le métal étaient très frileux entre eux. Les concerts commençaient à revenir, notamment le Hellfest sera lancé en 2006. Et on peut dire beaucoup de choses sur Hellfest, mais ça reste quand même une locomotive qui a permis vraiment de remettre la France sur une carte dans le métal international. Tu peux vraiment appuyer ce propos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a autant de tournées, autant de groupes, etc., c'est 100% grâce au Hellfest. Bien, ouais, et aussi des festivals qui fleurissent, évidemment. Il y a vraiment un mouvement qui s'est fait. Et du coup, donc là, on parle de quelque chose en 2007. Donc en 2007, évidemment, le Hellfest n'est pas ce qu'il est à l'heure actuelle. C'est quoi? C'est même pas 10 000 par jour, mais mon premier, c'était en 2009. Et on parlera de 2009 dans un prochain épisode. Et donc, c'est une période où vraiment, il y a énormément d'orgas et même de métalleux en France, parce qu'il y a quand même toujours eu un public, mais qui se plaignent de ne pas avoir assez de concerts, et beaucoup vont en Belgique ou en Allemagne quand ils ont la chance de pouvoir y aller, voire en Angleterre, parce qu'à l'époque, évidemment, le Brexit n'est pas du tout d'actualité. Et donc c'est à la fois, c'est pas si étonnant quand on connaît le contexte que Heaven and Hell ne passe pas par la France. Moi, je reste convaincu qu'un Bataclan ou un Olympia aurait été tout à fait rentable. En fait, c'est quand même assez. Moi, à l'époque, j'avais trouvé ça vraiment super dommage, et j'avais été un peu surpris parce que Heaven and Hell, l'album en France, il a super bien marché, quoi. Ouais, les Français adorent Black Sabbath avec Dio, quoi. Ça a mis pied à l'étrier d'un paquet de gens de la génération avant la nôtre. Tout à fait. Ouais, mais regarde, je vais faire la même réponse que j'ai fait à Mathieu dans le premier enregistrement. C'est que au début des années 2000, le Black Sabbath avec Ozzy, qui est de nouveau un gros groupe, parce que les précédentes dates de Black Sabbath en France, c'était avec Tony Martin dans des trucs voilà pas très grands. Le Black Sabbath avec Ozzy ne tourne même pas en France. Tu vois, il y a pas de date avec Ozzy en France à cette époque-là. Et ça m'étonne moins, justement. Ce qui est tout aussi déconnant. Moi, je trouve que c'est tout aussi déconnant. Parce que, alors qu'avec, franchement, il faudra regarder les chiffres, mais je me demande si Heaven and Hell, c'est pas un des plus gros cartons de Black Sabbath en France en termes de vente. Je pense que c'est le plus vendu en France. Je pense, hein. Ouais. Après, il y a quand même un quart de siècle qui sépare la sortie d'Heaven and Hell de cette tournée-là. Plus d'un quart de siècle, 27 ans d'ailleurs. Donc oui, mais je trouve. Après, j'imagine que par contre, si le Black Sabbath, j'ai pas en tête les salles qu'ils faisaient en Europe, le Black Sabbath avec Ozzy, mais j'imagine qu'ils visaient plus des Bercy. Et effectivement, à l'époque, un Bercy n'était pas envisageable. Et j'en veux pour preuve le fameux Bercy qu'avait donné Ozzy en 2010. Donc ça faisait à l'époque, il n'était pas venu en France depuis 89 sous le nom Ozzy.
Et le Bercy de 2010 était un four total. Ouais, je pourrais y avoir été. On devait être à peine le public d'un Zénith. Les gradins du haut étaient fermés. Et la scène était très très avancée. Alors que c'était une date, pourtant, c'était pas que Ozzy. C'était Ozzy. Je crois qu'ils avaient fait un Korn et max Danko Jones. de. Ils avaient fait un Il y max de avait énormément concours et de places offertes et de machin énormément pour d'invites. remplir. Mon ancienne collègue Aurélie de WeFM m'avait dit qu'elle carrément elle donnait des tickets à l'entrée, quoi. Tellement Ouais, c'est ça. ils étaient à la dèche. Concert excellent au passage, mais un four total. Donc ça m'aurait étonné que Black Sabbath puisse prétendre à faire un Bercy à cette époque-là, alors que c'était en 2013 où ils l'ont blindé Bercy, me semble-t-il. Ouais, Ouais. ah Et oui, ils bah faisaient- il s'était rempli. Ouais. Mais parce que 2013, ça y est, c'était redevenu un Oui. méga vraiment, événement. ah oui, On en a déjà parlé, on en a parlé dans l'épisode précédent ou même en interview Ouais. pour le livre, mais il y a eu vraiment cette bascule où Black Sabbath est devenu une légende vivante, quoi. C'est devenu archi-culte à un complètement. moment et il fallait y aller, c'était The Place to Be pour tout le monde, quoi. Bah, je me rappelle encore le concert de 2013 où on a fait la queue pendant des heures pour pouvoir rentrer dans la salle, hein. Ça, c'était Moi, je me souviens, j'avais pas pu y aller par manque de thunes et j'avais été payé le lendemain. Je vous laisse imaginer le somme qui m'habitait. Toi, Mathieu Yassef aussi, je me rappelle, t'avais le somme de pas y être aussi. Moi, j'étais dans un bar à 300 mètres et je boycottais Live Nation. Ah putain, moi c'est un des meilleurs souvenirs live de ma vie, quoi. Ah, Je suis moi trop aussi. content, j'y étais et c'était ultra émouvant. De mémoire, si j'avais pas la possibilité d'avoir une accred et que j'étais en mode je refuse. En plus, c'est celui où il y avait il y avait Uncle Acid en première partie. Exactement. Oui, J'adore. Et qui paraît que t'es incroyable comme concert. Ouais, et j'adore Uncle Acid et du coup j'étais là, je me dis mais c'est la soirée parfaite. C'est le plus beau jour de ma vie. Mais attends, mais le son était phénoménal. Enfin, la scène avec les alvéoles là, c'était merveilleux. Vraiment, c'est un des meilleurs concerts de toute ma vie. Moi, c'est les deux regrets, c'est ça et Evan l'occasion de Paris en mode je les ai vus. Ah, ça aussi. Ouais. Moi, putain, j'ai fait la même. De payer, je sais pas, 60 balles ou combien c'était. Quelle blague aujourd'hui, je payerais 1000 € pour y aller. Mais pareil, je les ai vus au Hellfest et j'ai eu la même réaction. Et en plus, les réactions stupides de se dire ne faites jamais ça, les amis. Se dire je les reverrai la prochaine fois. Moi, je l'ai fait avec Dissection, je l'ai fait avec. Non, Devil's Blood, ça a été, je l'ai eu. Mais j'ai eu plusieurs groupes comme ça. Forever. After Forever, pas Bataclan, n'importe quoi. Trabendo 2008. Oh, j'ai pas trop de thunes, je verrai quand ils repasseront. Moi, j'y étais au Casino de Paris et je peux vous dire que c'était le plus grand concert de toute ma vie. Moi, bien sûr, au Casino de Paris, je faisais des Big Mac, donc bon. Là, ce qui est bien, c'est qu'on commence à entrer dans cette période de notre émission où on commence à évoquer vraiment des souvenirs personnels de concerts qu'on a vécu. Et voilà, et ça va être le cas. En fait, ça va être le cas pendant les prochaines émissions parce que donc voilà, on parle de. Voilà. Rattrapons le fil de ça avec Evan and Hell, mais bon. Rattrapons le fil de notre épisode. À ce moment-là, donc, les musiciens veulent tourner, les offres il y a pléthore d'offres et ils ont vraiment envie de le faire. Et donc, en vérité, la première idée, c'est de tourner sous leur nom. C'est-à-dire que si vous regardez les premières affiches, et toujours, puisque même sur le visuel du live à Radio City Musical, c'est le cas, vous avez le nom des musiciens. Et donc, au début, c'est de dire Dio, Iommi, Apiche, Geezer sont en tournée et c'est sous-titré Evan and Hell. Oui, alors... Ouais, en fait, ça reprend une chose qui avait déjà été faite par d'autres groupes où justement il y avait des complexités de line-up. Le cas le plus connu, c'est Yes, puisque donc fin des années 80, début 90, il y a alors pour le coup une vraie brouille entre plusieurs membres de Yes qui fait qu'il y a deux line-up concurrents de Yes qui tournent de façon... et le reste. C'est ça, il y a le line-up officiel de Chris Squire qui lui a les droits du nom Yes qui tourne sous le nom Yes et en parallèle tu as un line-up concurrent d'anciens membres avec donc John Anderson, Bill Bruford, Rick Wakeman et Steve O qui tournent sous le nom Anderson, Bruford, Wakeman O et qui sort un nouvel album qui sonne exactement comme du Yes avec une pochette faite par Roger Dean et qui fait une série de tournées sous leur nom donc Anderson, Bruford, Wakeman O avec marqué An Evening of Yes Music. Donc en fait là ce qu'ils font... C'est intéressant parce que du coup, le temps de prononcer le nom, tu as le temps d'écouter un morceau de Yes en entier. Et c'est un peu le cas. Mais du coup, moi j'ai fait beaucoup de comparaisons entre ces deux histoires parce qu'en fait, quand tu regardes la première affiche de la tournée de 2007, où d'ailleurs il y a marqué en dessous New Album The Dio Years et il n'y a même pas encore la pochette de montrer dessus, la pochette qui a été faite par Masaki Koike, qui est donc la même personne qui a fait la pochette du live de 2007. En fait, voilà, ça te montre bien ce que c'est-à-dire que Evan and Hell, à l'origine, n'est qu'un sous-titre du projet. Et voilà, donc c'est une façon aussi pour dire, et ça on y reviendra dans Devil You Know, qu'en fait on s'appelle comme ça parce qu'on n'a pas le droit légalement de s'appeler Black Sabbath.
Alors, à l'époque, justement, les droits sont en dispute. L'argument avancé, que je trouve personnellement pas déconnant, c'est aussi pour pas survendre le nom aux fans qui, forcément, s'ils voient Black Sabbath, et effectivement, si tu vois le nom Black Sabbath, tu t'attends à entendre Iron Man, tu t'attends à entendre Warpix, tu t'attends à entendre Paranoid, ce que tu n'auras pas à ces concerts-là. C'est ce qu'ils avaient dit pour justifier. Après, ils ont quand même très vite réutilisé le Henry. Et enfin, je sais pas, quand tu utilises le Henry, tu sous-entends quand même que tu veux. Ah bah, ça reste des morceaux de Black Sabbath. Mais Bah ouais. si tu ne marques pas Black Sabbath, tu ne floues pas les fans, en fait. C'est vrai. Oui, ça, ils l'ont dit très très vite. Oui, c'est leur argument et il est vrai. Numéro 1, et il est très solide. Ouais. Reste que la réalité aussi, c'est qu'il y a un problème de droit. Mais de toute façon, au final, tourner sous le nom Heaven and Hell, puisque comme ils le disent avec humour, Mob Rules est déjà utilisé, ça reste la meilleure... Grand groupe s'il en est. Alors assis-toi, on va discuter. Mais en tout cas, c'est au final, in fine, c'est une très bonne idée. Voilà, simplement. Et est-ce que vous savez si j'y pense là comme ça, mais il y a un coffret The Ozzy Years qui est sorti pas longtemps après, peut-être 2-3 ans après, The Years. Le coffret en forme de croix est un repackaging en fait des rééditions Sanctuary. Ouais, c'est ça. Mais je me suis demandé, moi, si c'était pas Sharon, parce que le succès de The Years, Evan Hell qui part et qui fait dis donc, alors ça va refaire les. Et puis Tony Martin, il fait non, je reviendrai plus tard. Tony Martin, on le verra aussi. À ce moment-là. On le verra aussi parce qu'il y a un deuxième live avec Dio qui sort à peu près en même temps. À chaque fois que tu as un événement, et c'est le cas là avec Back to the Beginning aussi, il y a énormément de sorties d'opportunités. Donc il y a toujours l'idée de... Oui, c'est vrai, bien sûr. Là, il y a même Jim Simpson, le premier manager de Black Sabbath, qui sort des démos de Earth. Donc j'ai commandé le vinyle parce que je voulais voir ce que c'était. Il promet des trucs que personne n'a jamais entendu, ce qui me semble être un bullshit total. Et comme c'est dans l'actu que les algorithmes le mettent en avant, ou que les magasins avant Internet mettent ça en avant, ils en profitent pour refourguer plein de trucs. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Alors c'est bien, Mathieu, que tu le signales, c'est-à-dire que avant la sortie en album du live à Radio City, il y a un autre live qui sort le 1er mai 2007. Donc c'est-à-dire que vraiment 2007, c'est une énorme année en termes de sortie pour Black Sabbath. Il y a 3 disques qui sortent et 3 disques de trucs avec des trucs inédits dessus. Donc c'est le fameux live à Hammersmith Odeon. Qui donc n'est pas un live de l'année 2007, mais bien un live enregistré en 81 pendant la tournée Mob Rules, qui sort donc sous le nom Black Sabbath, qui sort chez Rhino en série limitée. On reviendra sur le contenu de ce live plus tard, parce que on pourrait faire un épisode spécial avec d'autres lives sortis à Hammersmith Odeon par Black Sabbath. Donc on n'en parlera pas aujourd'hui, mais simplement ne confondez pas ces deux lives, parce que je vois encore des gens qui se trompent de temps en temps, vu que ces deux lives sont sortis en 2007. Simplement, il y en a un, c'est un live archive, mais avec le même line-up que celui qui s'est reformé en 2007. Et ce live sort sous le nom Black Sabbath. Ça annonce de quelques mois la sortie donc de ce nouveau live qui est enregistré. Alors Mathieu, tu vas revenir sur les conditions de l'enregistrement et pourquoi surtout ils ont sorti ce live en 2007. Ce live-là, il a quelque chose de particulier, c'est que la tournée se monte. Les premières dates ont lieu au Canada, sont annoncées d'abord Canada puis USA. Mathieu David s'était extasié sur le line-up et je pense qu'on peut tous le faire, qu'on se prend à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au Canada, t'as Megadeth, période United Abomination, et Machine Head, période de Blackening. Derrière, aux USA... Donc, sacré, ouais. Alors ça, ce line-up aux USA, j'ai un peu ma langue à fourcher. Ouais. Et t'as Megadeth, donc période United Abomination, et Dawn, période Dawn 3, au Canada. Donc c'est pas mal. Une énorme tournée. Hein. Moi, alors, United Abominations, évidemment, n'est pas le meilleur album de Megadeth, loin s'en faut. Mais en ce qui me concerne, c'est le premier que j'ai acheté à sa sortie. Et de cette tournée, donc... en France en 2008, février 2008 à Élysée-Montmartre, c'était mon premier concert de thrash et première tournée de Megadeth avec Chris Broderick, qui restera assez longtemps. Donc à l'époque, c'était Dave Mustaine, Chris Broderick, Sean Grover et James Lomenzo à la basse. Et première interview de Mathieu David pour Trax d'Arte. Pour Trax, oui, où je sors une énorme diatribe qui a été doublée en allemand. Donc sachez-le, j'ai été doublé en allemand. Est-ce que vous pouvez dire vous aussi? J'adorerais doubler en allemand. Dois-je repréciser l'amour que je porte pour The Blackening, qui par contre est le meilleur album de Machine Head, je ne veux rien savoir. Les fans de Burn My Eyes, moi, je suis d'accord. Et nous non plus, on veut rien savoir, t'inquiète. mais oui, donc avoir Blackening, Machine Head en 2007, avec en plus le fameux line-up de la période dorée, enfin noire, puisque Blackening est en noir et blanc, et Megadeth comme ça tourne à United Nations et Heaven and Hell derrière.
J'ai envie de dire que la soirée risque pas d'être très très mauvaise. Ouais, c'est solide. Et donc, T'as pas beaucoup d'excuses pour aller au bar. la tournée se monte et Evan & signe avec un nouveau label, donc le label allemand SPV, Steve Hammer, qui veut capitaliser sur cette signature en sortant un DVD, un CD et un LP live. Donc, pour des raisons techniques et d'organisation, et rajouter une date supplémentaire à la tournée, qu'ils n'ont pas annoncé dans le premier round d'annonce, mais par la suite, une date au Radio City Music Hall à New York. Cette date est choisie pour plusieurs raisons techniques. La première, les Dio hier sort le 3 avril aux États-Unis, donc une singing session est prévue à New York. Donc il y a les moyens techniques d'utiliser cette salle le 30 mars, juste avant. Les musiciens sont alors à ce moment-là en off à New York. Et le Radio City Music Hall, nous allons en parler un petit peu en détail, est une salle absolument unique, mythique. Une salle magnifique. Donc quitte à immortaliser un groupe classe, mieux vaut le faire dans un endroit classe. Et cette première décision est déjà une décision exceptionnelle qui fait un grand pas vers le culte qu'on peut vouer à... C'est marrant parce que Black Sabbath avec Dio, le mot c'est le Black Sabbath classe quoi. Ouais, t'as le Black Sabbath schlag avec Ozzy. Et là quand Dio revient, c'est la scène de théâtre avec les beaux rideaux, les décors, les machins. C'est le Black Sabbath classe. Quoi. Et t'as le Black Sabbath Osef avec Tony Martin. C'est ça. Osef Osborne. Le Radio City Music Hall, pour ceux qui... je laisserai Gabriel dérouler le détail technique, mais en termes de prestige, ça se pose là. C'est en gros, c'est l'équivalent de l'Olympia. Alors, 2 fois plus grand, même plus de 2 fois plus grand en termes de capacité, mais en termes de prestige, c'est leur Olympia. C'est vraiment une salle historique qui a été utilisée pour de nombreuses choses. Et je laisse la parole à Gabriel pour justement son histoire et ses spécificités. Alors, c'est surtout Mathieu qui avait creusé l'histoire de la salle, mais par contre, ce qui est important, c'est qu'elle est notoirement connue, cette salle, parce qu'il y a Frank Sinatra qui a donné certains de ses concerts les plus mythiques au Radio City Music Hall. C'est une salle qui est extrêmement importante, notamment dans l'histoire de la variété américaine, dans l'histoire de la... Voilà, donc voilà, c'est une salle incroyable et qui est impressionnante aussi par justement, Mathieu, tu vas développer. Et par son auditorium. Voilà, par la taille et par la technique qui y est déployée. Alors, et c'est une salle d'autant plus mythique que Dream Theater a enregistré son live un an avant celui de Heaven and Hell, donc le live des 20 ans de leur carrière pour la tournée Octavarium. Exactement. Mais avant Dream Theater, le Radio City Music Hall, c'est une salle dont la construction commence en 1929, un financement de la famille Rockefeller, qui à ce moment-là sur New York évidemment avait une influence énorme. Et ça devait être au départ une salle d'opéra, ça a été rerouté vers donc une salle de spectacle et une salle allouée aux radios, notamment la radio NBC. Elle est ouverte en 1932. Les spécificités de cette salle, c'est son auditorium tout en bois magnifique avec une acoustique incroyable et révérée partout dans le monde, notamment pour les émissions radio. C'est une salle de 6000 places. C'est une salle qui a une technologie à ce moment-là qui est de pointe. La légende raconte que les systèmes hydrauliques, les vérins qui permettent de monter et descendre la scène, une scène qui est particulièrement large, sont les mêmes que celles utilisées par la United Air Force. Et que, on les voit dans le documentaire du DVD, ils les vantent, il faut regarder nos beaux vérins et tout. C'est ça, et elle raconte que il semblerait, même si ça semble quand même être une légende, qu'il y avait des gardes 24 heures sur 24 pour les surveiller, pour que personne ne vienne copier la technologie. Voilà. Du coup, c'est une salle... classe, c'est une salle avec une acoustique folle, c'est une salle qui à la fois est très grande, qui permet d'accueillir le premier décor de scène d'Evan & Hell qui est magnifique, qui rajoute au côté classe, tout en ayant une certaine proximité. On peut voir un Dio qui va taper dans les mains des premiers rangs, les gens sont quand même collés à la scène, il n'y a pas la partie orchestre, etc. Donc elle réunit le meilleur des deux mondes. C'est marrant parce que ce décor, c'est vraiment tout ce qui rate pour Born Again, mais là, avec Dio, ils le réussissent bien. C'est un peu carton-pâte, mais bien fait. Il n'y a pas le nain quand même. Il n'y a pas le nain. Non, il y a le nain, la personne de petite taille. Non, mais ils font... mais j'ai le droit. Justement, Justement, c'est parce qu'il y a Dio, donc Dio corrige tous les trucs qui n'allaient pas. Quoi. Bien sûr. Donc c'est à la bonne taille, il y a les belles grilles qui, j'en suis persuadé, sont un hommage au concert 89 de Mylène Farmer, c'est obligé. Il y a vraiment... Évidemment. Et puis les trucs, les projections sur les vitraux, c'est super beau. Enfin, c'est vraiment... Tu dis... ça. Il y a plein de trucs qui sont à la frontière du kitsch et qui
pile poil. Bien. Ça s'arrête au Ouais. bon moment pour pas se vautrer dedans, quoi. Tout ce C'est que égal. ratera, que tout ce que le rattrape Black Black Sabbath Sabbath. période duo, c'est kitsch, hein. Il y a pas de gamin. Ouais, mais hein. c'est Sinon, du on avait kitsch, pété c'est dedans, du hein. kitsch, c'est du kitsch réussi, c'est du kitsch classe. Tout C'est à pas du fait, kitsch tout dont à on fait. se moque, quoi. C'est tout ce Ouais. que Ah non, rattrape non. Black Sabbath période The End avec les projections affreuses Ah oui. en 3D numérique. Voilà, on reviendra sur du Ah Schlagos. oui. Bah oui, il y a Alors que aussi, là, donc c'est- c'est normal. Oui, ouais, c'est ça. Ah ouais. Mais ouais, non, alors la salle, effectivement, donc on va revenir après, quand on aura fait le détail du concert, on va revenir sur les éditions différentes de ce live, parce qu'il y en a quand même plusieurs, dont une qui nous pose quand même sacrément Ouais. problème, Mathieu. Mais en fait, l'édition qu'on vous conseille quand même le plus, c'est l'édition vidéo, donc l'édition DVD. Voilà, alors Mathieu David vous Celui montre de Matt Dave, ouais. Voilà, Mathieu Ah bah David, moi elle- j'en ai une encore différente. J'ai Ouais, le ma- Le digipack. digipack avec DVD et double CD, voilà. magnifique. Donc ça, c'est l'édition, Magnifique. c'est Celle-là que l'édition j'ai. complète de la première édition. Ensuite, il a C'est donc, ça. on y revient après, mais il a été réédité dans une version plus simple en 2011. Et en fait, c'est vraiment la version qu'on vous conseille le plus parce que déjà, il y a des choses qui ne sont pas dans la version audio, notamment des petits moments où les musiciens parlent entre eux sur scène, et surtout, il y a les images. Et les images de ce Ah, les concert images. et de cette salle et de ce Belles public images, belle musique. complètement en feu. Hein. Alors, il faut imaginer que donc le public est assis sur des gradins, mais que en fait, tout le monde est debout instantanément. Ah oui. Hein, parce que donc, ils n'ont pas enlevé les premiers rangs pour faire une fausse, pour faire un pit. Et donc, tout le monde est censé être assis sur des sièges, mais voilà, les gens sont en feu absolu. Il y a des plans qui, moi, me marquent toujours. C'est des moments où la caméra panote sur les premiers rangs et où tu vois des mecs absolument extatiques, genre, tu vois, j'ai jamais vu des gens comme ça à un concert. Le jour J de l'enregistrement de ce live, il y a un souci, c'est que donc aux États-Unis, les unions, donc les syndicats, notamment dans le monde du spectacle, sont très puissants et donc la salle étant une salle mythique qui n'a pas l'habitude forcément d'avoir ce genre de concert de métal où les gens travaillent aussi par passion et donc plus que... Enfin, avec le code du travail un petit peu plus à l'écart de ce que tu fais. Là, les syndicats exigent de la pause syndicale de 2 heures au milieu d'après-midi, etc. Ce qui fait que ça contrarie un peu la préparation. Que les musiciens sont assez furax parce que ils n'ont pas eu le temps de répéter un certain nombre de choses, notamment Gabriel Lonely's the World. Oui, Lonely's the World, effectivement, qui était même interprété en rappel. Qu'ils ont interprété en rappel et qui a été joué quasiment sans répétition. Donc je pense qu'il l'avait déjà joué, lors des précédentes dates et Ouais. à vérifier. Hein, mais je sais que c'est un titre qu'ils avaient répété en amont, donc ils la connaissaient. Mais donc quand vous la voyez dans le live ou quand vous l'entendez, en fait, ils la jouent au pif. Ouais, Et voilà. Et donc ça, c'est toujours un Et ils gros ont fait une stress, version qui est géniale. Dio, et il elle est est géniale. incroyable Tout à dessus. fait. Enfin, Tout à fait. Et donc, Meilleur Dio que et dans l'album. Ayomi s'exprimeront un peu en interview en disant qu'ils ont été un peu choqués par ça, que les unions ont un peu cassé les pieds. Seul Geezer, hein, notre gars sûr, lui aura des mots un petit peu plus sobres en disant heureusement que les syndicats sont là, je serai toujours de leur côté car c'est eux qui empêchent ce genre de métier de transformer les travailleurs en esclaves. Ceci étant dit, ça nous a bien cassé les pieds, quoi. Voilà. Ah, c'est le geezer pré-golf, c'est cool. Il est Voilà, cool, mais, avant de le faire, je maintiens mes propos. Le monde ne mérite pas Geezer Butler. Oui. C'est pas faux. Voilà. Autre souci de taille, la salle a un timing très serré et si tu dépasses l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, chaque minute supplémentaire est facturé à $10 000 et on y revient, mais Dream Theater l'année précédente on a fait les frais et du coup a dépassé de 3 minutes, donc c'est fou de dépasser de 3 minutes quand tu donnes un concert de 3 heures et oui, ils ont payé $30 000 pour du coup l'enregistrement du DVD Score, donc qui fête les 20 ans de l'album. Non, les 20 ans du groupe. Voilà, donc ce genre de cash flow chez SPV, c'était pas vraiment l'idée. Donc il a fallu serrer un petit peu le timing, ce qui fait qu'il y a un titre qui est rayé de la setlist. Je vous mets la setlist là, il était prévu jusqu'au jour même, il était rayé au dernier moment. C'est donc Here in the Wall qui devait être joué. Les 3 inédits devaient être joués et Here in the Wall n'a pas été joué pour des raisons de timing. Oui, mais je crois qu'elle a été jouée sur le reste de la tournée, enfin sur d'autres dates en tout cas. Donc, plusieurs fois. Ouais. Voilà, donc il en existe des versions live, hein, même si au final elle n'est pas sur l'album qui en résulte. Mais donc, alors cette setlist, on va y revenir. Donc moi j'ai longtemps cru, hein, pendant les premières années quand je découvrais l'histoire du groupe, je pensais qu'il y avait eu 2 enregistrements, c'est-à-dire je pensais qu'ils avaient fait 2 dates et en fait non, ils en ont bien fait qu'une seule. Je me rappelle, je suis allé vérifier sur cette liste FM, etc. Je me disais, ils ont fait au moins 2 dates. Parce pour qu'en prendre général, le meilleur morceau de chaque date. Ouais. Mais et pas donc, avec Black Sabbath.
Voilà, donc c'est bien une seule date, hein, donc quand vous voyez alors la setlist quand même, donc c'est une setlist spéciale, c'est-à-dire que sur les autres concerts, ils ont fait des sets plus courts, et moi je suis toujours vraiment, comment dire? Abasourdi par cette prise de risque dans cette setlist parce que bon, évidemment, là, c'est une Rien qu'au setlist full début. Dio, donc déjà ça, c'est de la nouveauté, hein, puisque donc la dernière Oui. tournée avec Dio en 92, donc il joue majoritairement des titres de Dio, mais il y a quand même un certain nombre de titres d'Ozzy qui sont encore dans la setlist. Ici, c'est plus le cas, puisque donc comme ils ont même plus le nom Black Sabbath, ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Et ils commencent le concert. Ça commence par donc l'intro classique de la période Dio E51-50, hein, donc l'intro. Mais qui ne s'enchaîne pas sur Mob Rules. Mais qui ne s'enchaîne pas sur Mob Rules. Avant, qu'est-ce qu'on a? On a After All, c'est-à-dire un morceau ultra doom, extrait de Dehumanizer qu'ils n'avaient pas joué depuis plus de 10 ans. Et voilà, déjà ça c'est Ça te pose une ambiance. Ça te pose une ambiance et surtout c'est ultra risqué quoi. Genre vraiment c'est audacieux, c'est super audacieux. Ouais, audacieux Mais parce que cela dit, risqué. pour commencer un concert, c'est un choix tout à fait pertinent quoi, parce que ça te roule sur la gueule. Hein. C'est Black Sabbath qui a compris son héritage. Enfin. Voilà, surtout c'est ça. C'est la Exactement. démarche de l'époque et ils ont tout compris à leur époque. C'est jouer lourd, c'est jouer les morceaux ralentis, c'est jouer sur la puissance avec le son qui est le leur, avec la voix incroyable de Dio. Je sais, Gabriel, là, que je vais créer des sensations dans tout ton corps. C'est le son de basse de Geezer qui est sur ce concert peut-être un son de basse ultime, définitif. L'instrument est terminé. C'est le meilleur son de basse que vous entendrez de votre vie. En fait, on a réécouté, toi et moi, Mathieu, ce live ensemble en revenant du Courts of Chaos l'autre jour dans ta voiture. Il y a des moments... Alors, je pense que c'était dû au mix de ton système son, mais il y a des moments où tu n'entends que la basse. Quasiment. C'est-à-dire, la basse est l'instrument le plus mixé en avant. En fait, ce qui est phénoménal, c'est de se dire qu'il n'y a qu'une guitare sur scène, en fait, et que les moments où Iommi attaque les solos, la basse, elle fait un soutien, mais tellement bourrin que tu as l'impression qu'il y a encore une guitare derrière. Non, mais c'est vrai. Souvent dans les trios. Il y a Scott Warren. Il y a une guitare sur scène, mais il y a Scott Warren qui. Et voilà. Oui, mais ça fait pas tout. Alors, ça fait pas tout. Mais oui, souvent dans les power trio, les trucs comme ça, t'as la petite descente quand même. Tu dis bon, c'est le moment du solo. Il y a une légère petite descente d'atmosphère parce que c'est normal. Il manque la guitare et quand la guitare rentre, boum, tu la reprends dans la gueule. Et là, Scott Warren ou pas. Tu entends bien que Geezer il tient super solidement le truc et avec un son. Mais après, moi aussi, le son basse, bien sûr. Moi, Geezer Butler, c'est mon bassiste ultime de tous les temps, donc il n'y a pas de souci. Mais moi, vraiment, sur ce live, ce qui me met absolument par terre, c'est le son de guitare. Le son de guitare d'Iommi, il est incroyable. Il est phénoménal. Il a sa guitare spéciale préparée là, c'est fini la Gibson, et le son de cette gratte, c'est. Bah bien sûr, c'est la fameuse JD Custom avec une patine particulière sur le corps. Oui, alors donc on va le dire parce que donc c'est important de le rappeler. Ça fait aussi partie des choses qu'on doit réhabiliter dans ce podcast. Donc il y a bien un 5e membre à ce moment-là. Donc sur les 3 inédits, pas Jeff Nichols. Ce n'est pas Jeff Nichols, ce n'est pas Adam Wakeman non plus, hein, qui est reparti travailler avec Ozzy Osbourne. Donc il n'y a pas de claviériste attitré sur les 3 inédits enregistrés pour Dio Years. Il me semble qu'il y a quand même Mike Exeter. Il n'y a pas de clavier tout court. Il n'y a pas de clavier, mais j'entends quand même des petits effets. Je me dis des fois, est-ce qu'il n'y a pas un mini clavier derrière? Bon, bref. Mike Exeter, il est impliqué là-dedans parce qu'il est dans les crédits. Oui. Oui, okay, mais il en n'est fait, pas dans les crédits. Il est au moment de la composition. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je parle du live, Heaven and Hell. Je parle la technique. On parle des inédits de Dio Years. Oui. Ah oui, moi j'étais encore sur le son. Sur le live, il y a un petit point de discorde. Alors sur le live, donc c'est déjà Scott Warren, donc qui est claviériste de Dio depuis déjà 10 ans à ce moment-là. Ouais. Il est arrivé, je crois, au milieu des années 90 dans le groupe Dio. Scott, donc là on vous présente comme ça un peu au passage un nouveau membre qui va rester quand même pendant toute la période d'Heaven and Hell jusqu'au décès de Dio. Donc il est de facto claviériste de Black Sabbath, hein, puisque donc vous l'avez compris, pour nous Heaven and Hell c'est Black Sabbath, hein, c'est le même groupe. C'est un mec qui vient plutôt de la scène glam Hard FM. Il est notamment connu avant Dio pour avoir joué dans Warrant, groupe de glam.
groupe de glam FM qui est notamment connu pour son titre Cherry Pie, qui me sort par les oreilles. Mais qui passe encore en soirée, hein. On l'entend encore dans les bars, qui passent du glam, quoi. Ou tu mixes, quoi. Moi, je conseille. Alors, moi, personnellement, je le passe pas trop. Moi, je préfère l'album précédent, donc Dirty, Rotten, Stinky, Filthy, Rich. Vous me remettez les mots dans l'ordre si vous voulez, mais c'est à peu près ça, quoi. Et alors, ce qui est rigolo avec Scott Warren dans sa carrière, c'est qu'il a notamment joué dans un groupe de 3e division de heavy metal américain, qui est le groupe de Ron Keel. Il a joué pour Ron Keel, qui, pour rappel, a été brièvement chanteur de Black Sabbath pendant quelques semaines en 84. Donc, moi, ça me fait toujours rigoler cette connexion. Le mec a joué dans le groupe de 2 anciens Black Sabbath. Donc, la connexion. Il a joué live avec Type O Negative aussi, mais pas longtemps, voilà. Quelques mois, je crois. Ouais. Il a fait la dernière tournée de Type O Negative parce que j'oublie toujours le nom du claviériste de Type O Negative. Ouais, je connais pas assez pour me souvenir des noms de tout le monde. Merde. Du coup, Scott Warren, il porte la place, hein, la poisse entre Typo et Dio, là. Merci, frérot. Hein. Oui, c'est... en 2010, il a fait des dégâts. Voilà, oui, donc il a fait la dernière tournée effectivement de Type O Negative. Voilà, donc ça c'est pas mal quand même comme carrière. Mais donc en fait c'est exactement le même type de problème au moment de trouver un claviériste. C'est-à-dire qu'il n'y a plus Jeff Nichols. Bon bah on prend le claviériste du groupe solo du chanteur, quoi. Ah bah oui, de toute façon Dio. À qui vous pensiez évidemment. Josh Silver. Voilà. Ah bah d'accord. Ouais. Voilà. Et alors du coup c'est censé être qui, Josh Silver? Ah, le mec de Typo. Claviériste de Type O Negative. Okay. Et alors du coup c'est ça qui nous permet de rebondir sur ce qu'on disait juste avant, c'est que donc Scott Warren il fait exactement la même chose que Adam Wakeman et exactement la même chose que Jeff Nichols, c'est-à-dire que non seulement il joue les claviers, mais il double aussi des chœurs. Ouais. Et il assure des parties de guitare. Il fait quelques parties de guitare. Ouais. De parties de guitare en back de Iommi. Donc en fait, quand vous entendez la deuxième guitare, c'est Scott Warren derrière. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même de nombreux moments où il y a vraiment plus qu'une basse et une guitare, souvent sur les solos. Et ça envoie quand même l'assise. Justement, c'est ce qui est intéressant. Il y aurait une guitare, je trouve que ça serait moins cool sur ces plans-là. Il y a vraiment l'assise de la basse super ronde de Geezer qui en plus a un toucher phénoménal. Mais tu vois, à l'époque, je sais même pas, mais je pense qu'il bosse encore comme un fou. Hein. Je pense qu'il travaille encore à mort l'instrument parce qu'il est trop fort. Quoi. Bah, ils sont encore inspirés et puis ils sortent de ils sont en tournée. Et ils sont en tournée. C'est-à-dire là, ils sont en tournée, donc ils sont rodés. Intercalés au milieu d'une tournée. Ouais, c'est ça. Alors, quand tu reviens un peu sur... C'est parfait. Quand tu reviens un peu sur la setlist, encore une fois, pour moi, elle est incroyable. Donc voilà, j'ai dit qu'il y a des trucs un peu audacieux. Bon, déjà, il y a 3 nouveaux titres, donc 2 nouveaux titres. Donc déjà, c'est assez cool, ça. Mais alors, Heaven and Hell est l'album le plus représenté. Bon, de très loin, hein. 6 sur 8, 6 morceaux sur 8. Ouais, j'en ai noté même 7. Si, 6 morceaux sur 8. Non, 6. Les 2 qui sont pas représentés, c'est Walk Away et Wishing Well, merci. Donc, de très loin, les plus aptes à être retirés de cette liste. Alors, Heaven and Hell, en fait, la majorité des titres issus de l'album Heaven and Hell sont joués plutôt en fin de cette liste. Et ça nous permet aussi d'évoquer une... Alors, c'est à peine une théorie, parce que je l'ai vu mentionné dans des interviews, c'est qu'en fait, le premier projet de cette liste pour ce concert, c'était de jouer l'album Heaven and Hell en intégralité. Bon, chose qui n'a visiblement été évoquée, ouais. Voilà, ça a été évoqué. Bon, ils le font pas, mais ils en jouent quand même les 3 quarts. Tu te rends compte quand même que finir la petite blague, c'est-à-dire il dit en présentant je sais plus quel morceau de Heaven and Hell, dire oui, ce morceau vient d'Heaven and Hell comme la plupart des morceaux de qu'on joue ce soir. Ah non, mais c'est puis Guillaume, en plus, dire quoi ils finissent le set sur Neon Nights, non? C'est un des derniers morceaux. Oui, tu te rends compte que tu chantes pendant plus de 2 heures, t'as passé 60 ballets et tu finis sur Neon Nights qui est ultra exigeant en termes vocaux, quoi. Alors, les 4 derniers morceaux, c'est Die Young, Heaven and Hell, Lonely is the World et Neon Nights. Ouais, voilà, donc, mais en plus à l'époque, c'est assez. Enfin, Dio a quand même la voix il est toujours impérial, mais il a comme la voix qui est plus grave, qui est plus chaleureuse qu'avant. Donc ils ont un peu baissé, mais c'est quand même impressionnant. Justement, même sur les versions studio, je crois qu'il les prend un peu plus haut. Vous me corrigez si je me trompe, mais les versions studio des nouveaux morceaux, des 2 nouveaux morceaux, je crois il les prend un peu plus haut déjà sur la version CD, enfin studio, et en live ils l'ont adapté, mais adapté à la perfection, quoi. Enfin, évidemment, c'est ce qu'il faut faire de toute façon, hein, quand on galère un petit peu. Justement, Dieu sait l'amour que je porte pour Dream Theater, mais pour les avoir vus samedi dernier, il aurait, pour certains morceaux plus anciens, fallu qu'il baisse d'un petit ton, parce que je pense que ça aurait fait beaucoup de bien à James Avery qui était en très petite forme.
Justement, c'est autre chose qu'on peut dire sur la setlist et sur le fait qu'elle soit quand même assez différente de ce qu'ils ont fait précédemment. C'est que comme maintenant il y a plus de raison de jouer Paranoid en fin de set, Ouais. ça leur permet tu vois, de changer aussi des choses. Et justement, tu parlais Guillaume du fait que Neon Knights maintenant arrive à la fin et est très exigeante, mais à la base Neon Knights était une chanson qui sur les tournées Mob Rules, Dehumanizer était une chanson qui était plutôt jouée en début de set. Oui, Absolument, ouais. Voilà, et donc tu vois, c'est là où je trouve que c'est quand même assez fou tous ces choix qu'ils ont fait. Le début de la setlist, c'est donc majoritairement du Mob Rules et plus les titres de Dehumanizer qui sont joués plutôt en début de set, en milieu de set, voilà. Et moi, ça me fait plaisir aussi parce que Mob Rules est le deuxième album le plus représenté. Dehumanizer, on a presque l'impression que c'est une sorte de bonus en fait, tu vois, que les titres de Dehumanizer. Mais justement, ils ont vraiment mis les incontournables, quoi. Computer God. Ouais. Computer God, et After All. After All. Après, on va pas se mentir, l'aura de Dehumanizer, surtout à l'époque, est quand même bien moindre que les deux autres. Hein. Oui, en ça, il n'y a pas de surprise. En ça, il n'y a pas de surprise. La setlist, elle est logique. Enfin, je veux dire, si on devait composer une setlist en prenant le fait qu'ils voulaient jouer les inédits puisque c'était le moment de la sortie, elle est absolument comme elle aurait dû être. Là-dessus, entre guillemets, il n'y a pas de surprise, si ce n'est le bonheur d'avoir pour la première fois une setlist full Dio, et c'était évidemment le grand intérêt de cette tournée. Et je pense que c'est le moment où on va pouvoir chacun s'extasier et donner un petit peu les moments qui nous saisissent particulièrement ce live, qui, je le rappelle, pour Gabriel est le plus grand live de tous les temps, et pour nous trois, les gens plus modérés, un des plus grands. Le live référentiel de Black Sabbath, c'est celui-là. Ça, je pense que ça va pas souffrir de beaucoup de contestations. La seule différence étant qu'il n'est même pas sorti sous le nom Black Sabbath. C'est ça qui est rigolo. Mais en fait, voilà, il y a des choses qu'on n'a pas. Tellement. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit, c'est la performance de Dio, même. Guillaume a parlé de la voix de Dio. Non, mais l'attitude aussi. Hein. L'attitude, et encore une fois, regardez la vidéo. Regardez et vous avez vu, mais quand il va au contact du public et qu'il touche avec on dirait un pape qui bénit les ouailles, tu sais. Non, il leur fait le signe. On dirait Jésus. Pas un pape. Oui. Et par contre, je sais pas si c'est parce qu'il était un peu maniaque ou quoi, mais à chaque fois il touche les mains des gens, puis il se frotte il s'essuie sur sa jambe, puis il recommence, puis il s'essuie. Le peuple est sale. Hein. En fait, il a un gel hydroalcoolique cassé dans un bouteille. Non, mais je pense surtout que il y a la blinde de sueur et qu'à chaque fois il faut qu'il c'est ça. Il y a ça, et en fait Dio, c'est marrant parce que moi c'est la première fois en regardant la vidéo de ce live que je me suis rendu compte de ça. Dio, il a une sorte de geste. Mais ça, Mathieu, on en avait parlé parce qu'il y a souvent des chanteurs comme ça qui ont des sortes de gestes en fait notamment le chanteur d'Acid Bass par exemple, tu m'avais dit qu'il avait ça. C'est des processus de réassurement en fait. Tous les êtres humains ont ça. En fait, c'est un peu technique, c'est le même principe que les footballeurs de dire en fait ils ont un pied fort, ils ont une zone de pied forte et en fait sous pression. Quand tu es sous pression, tu ne feras rien d'autre qu'utiliser cette zone de pied fort parce que c'est ton processus de réassurement. Tu peux pas seuls les génies peuvent faire autrement. Quand tu regardes Dio en fait sur ce live, tu le vois clairement ce geste de réassurement, c'est-à-dire que il chante et en fait il a sa main gauche qui ne sert à rien et donc il se tripote le bas de la chemise. Ouais. Tu vois, il fait tout ça. T'as l'impression qu'il se caresse. Il le fait constamment ça. T'as l'impression qu'il se caresse la hanche et en fait qu'il se tripote la chemise. Et en fait, c'est une façon pour lui effectivement de se rassurer quoi. C'est comme Serge Tankian qui lui ne peut pas s'empêcher de lever son bras qu'il n'utilise pas quand il chante à chaque fois. On a tous ce geste de réassurement. Mais tous vos musiciens préférés, enfin tous vos chanteurs. Moi, je me cure le nez. Voilà. Le problème, c'est ceux qui se réassurent en se tirant sur le zizi. Hein, Ozzy, on a un. C'est compliqué. Ozzy, on a un que j'ai identifié en live et que j'ai vu sur plein de. Non. Alors c'est un geste où en fait il prend le micro, il fait 2 pas sur la gauche ou sur la droite et ensuite il revient et il le fait depuis le début. Il le fait depuis leur tout début, ça. Je sais pas parce qu'il y a des périodes où. Il y a une vieille vidéo de début des années 70 où il a ce truc machinal du micro de reposer. Ouais, mais au début, quand tu regardes bien sur les premiers lives de Black Sabbath, le micro est fixe, c'est-à-dire qu'il peut pas enlever le micro. Enfin, donc il le tripote quand même tout le temps. Il le tripote. Il se pose dessus et ça c'est extrêmement Mike Williams aussi. De Riot God. Il fait à mort ça. 100%. Que j'ai adoré là, je l'ai revu vite fait. Alors pas beaucoup, j'ai regardé quelques minutes juste hier soir et ce matin, histoire de pas arriver parce que ça fait longtemps que je l'ai pas revu, mais c'est Ayomi, il prend le pied de sa vie, quoi. Ça se voit. Il est trop heureux. Il a plein de petits sourires de satisfaction. Il est fier, quoi. Enfin, vraiment, tu vois qu'il est. Il y a de quoi.
Et puis en plus, tu vois, de temps en temps, il jette des petits regards. Mais ça, on l'avait à Bercy aussi, on le voyait. J'étais assez proche de la scène pour le voir, donc je l'observais à mort. Et souvent, il regarde vers ses copains et puis il a des petits sourires de putain, ce qu'on fait, c'est vraiment cool, quoi. Faut dire qu'il regarde de loin, hein. C'était pas une équipe qui se reforme comme ça et que que les 3 morceaux marchent aussi bien. Et qu'en plus, derrière, la tournée, ils ont un tel succès. Tu sens qu'il profite. Alors même en plus que tu vois bien qu'il a ses problèmes de dos à l'époque et tu vois qu'il a un peu diminué. Hein. Tu vois qu'il a un peu fouté. Enfin, de toute façon, après, jusqu'à la fin de sa carrière, c'est comme ça. Mais tu vois qu'il se dit, les gars, là, moi, je kiffe. Hein. Je profite, c'est trop bien. On va parler quand même, parce que sinon, on va l'oublier. Le Vinny Appice. Ce kit du futur qu'il a sur scène. Moi, je te garantis, on en parlera en détail lorsqu'on fera Devil You Know, mais parce que son kit a encore changé en fait durant les 2 années qui ont suivi. Mais là, rien que sur le live de New York, le kit, voilà, titanesque qu'il a. J'ai jamais vu ça de ma vie. Moi. Qui voulait pouvoir tenir la comparaison face à Mike Portnoy qui a enregistré 1 an avant au Radio City Music. Alors, il utilise beaucoup moins de oui, il utilise beaucoup moins d'éléments de ce kit. Il y en a beaucoup, c'est du décor. Et on le voit, il utilise absolument tous les éléments de ce kit dans par contre, live. Par contre, sans rien, qu'est-ce qu'ils sont tight aussi, hein, parce que Black Sabbath, c'est un groupe qui joue pas au clic. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils sont carrés, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il y a une alchimie qui est incroyable entre eux. Évidemment, ils tournent depuis longtemps, ils se connaissent depuis des années, mais c'est quand même. Puis pareil, à Pitché, tu vois qu'il prend son pied. Tu vois que lui, pareil, il se dit, c'est quand même, elle est cool ma vie, quoi. Lui, ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait une tournée comme ça, et il ne refera plus d'autres comme ça par la suite. Hein. Ah ouais, non. On a parlé des gestes de réassurement de Dio, mais on n'a quand même pas parlé. C'est-à-dire que si Dio était donc connu pour sa voix, mais aussi pour sa corporalité, sa manière de vivre les morceaux, et vraiment l'exemple le plus probant de ça, c'est ce live-là. Tu vois qu'il vit les morceaux à 200%. Et aussi bien sur le plan sonore que sur le plan visuel, c'est un bonheur à voir. Ouais, c'est quand tu regardes les échanges qu'il a avec le public, je dis chaque phrase est mûrement pensée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hésitation. C'est vraiment, il te dit les bonnes choses au bon moment. Il y a des choses, moi, qui me font vraiment, que je savoure et que je t'avais fait écouter encore, Mathieu, quand on l'avait réécouté ensemble. C'est juste avant Lonely's the World. Il va remercier le public. Alors que la tournée vient à peine de commencer, donc je veux dire, ça fait très longtemps que Black Sabbath a pas joué devant son public ancien, tu vois, avec Dio, et il dit « Je vous remercie pour toutes ces années de soutien, et je vous remercie aussi d'avoir soutenu les gars quand ils jouaient avec Ozzy et Sabbath. » Et il dit « When it was purely Sabbath ». Tu vois, donc ça c'est assez marrant parce qu'il se place vraiment dans la continuité, c'est-à-dire que le mot Sabbath et le mot Ozzy sont droppés par Dio à la fin du concert. Un autre truc qui est marquant, je voulais souligner, mais qui est évident, mais pas tant que ça, c'est qu'ils sont que 3 à pouvoir bouger et ils occupent la scène de fou, quoi. C'est assez impressionnant. Alors qu'ils sont quand même, enfin, Geezer est comme d'habitude vachement dans sa bulle, quoi. C'est pas un mec qui va venir devant, mettre les pieds sur le retour et être bangé, quoi. Mais il est dans son délire, sur le côté vachement. Mais c'est marrant même, le documentaire est vraiment inutile, très ennuyeux, il se passe pas grand chose dedans, mais il y a un moment où il dit la différence avec avant, c'est que maintenant on boit plus, on se drogue plus, et dès qu'on a fini de jouer, on va se coucher. Donc, mais ça dit aussi le sérieux, la préparation, le fait qu'ils veulent vraiment mettre une branlée à tout le monde, quoi. Ils sont impliqués à 100%. Ouais. Dio est clairement celui qui occupe le plus la scène, c'est-à-dire que Dio il parcourt toute la scène de long en large. En 3 dimensions, parce qu'il a son petit escalier. Voilà, il a un petit escalier qui lui permet d'être plus haut. Voilà, donc Geezer et Iommi bougent quand même un peu moins que lui. Je crois que Iommi est celui qui bouge le plus. Geezer est vraiment, vraiment concrètement, Dio, il a une main comme ça, là, et il y a 6000 personnes dedans, là. Tu vois, il y a 6000 personnes qui sont sur ses wads. Il les a là. Et il est exceptionnel. Clairement, parce qu'il y a un deuxième live de cette époque qui existe, sorti en 2009, le live au Wacken, qui est très bien, qui est cool. Qui est très, très la différence, et notamment la différence de chant, mais même la différence globale entre les deux, pour plein de raisons, est abyssale. Ce live-là, le live dont on vous parle là, il est parfait. Et Dio est dans la stratosphère. C'est Dieu. Et en plus, il y a une montée en intensité, quoi. C'est vraiment. Tu vas te faire toujours plus de magnifique. Après, c'est vrai qu'on n'avait pas dit. Moi, si je fais très vite, mais vous disiez les grands moments et tout. Si je devais retenir les grands moments, moi, il y a The Sign of the Southern Cross, Falling off the Edge of the World. Ça, c'est les 2 moments. Falling off the Edge of the World et Shadow of the Wind, vraiment. Shadow of the Wind. Magnifique. Die Young aussi. L'entrée, c'est une dinguerie. Enfin.
Non, c'est... Sign of the Southern Cross... Pardon, vas-y. Je me permets d'ajouter aussi une part de ressenti personnel, c'est que moi, à l'époque, quand j'achète ce live, c'est probablement le premier produit Black Sabbath que j'ai acheté. Je sais pas si j'ai acheté la Black Box avec Ozzy avant, mais du coup, je connaissais peut-être certainement Die Young et Heaven and Hell, peut-être un ou deux autres morceaux, mais ça allait pas plus loin. Et donc, en fait, quand tu te prends ça dans la quand tu découvres les morceaux de la période Dio de Black Sabbath comme ça, je pense que c'est les meilleures conditions imaginables. Mais c'est ce que disait Mathieu ou Gabriel tout à l'heure. En fait, c'est un best-of et c'est idéal pour nos générations ou celles d'après. C'est une porte d'entrée fabuleuse, quoi. C'est un vrai un vrai conseil. Vous connaissez pas bien la période Dio, commencez par ça. Oui, voilà, commencez par ça. Vraiment, vous ne le regrettez pas, c'est le meilleur moyen de les découvrir. Et aller vers les versions studio après, évidemment, elles n'ont pas l'intensité, mais ça reste les versions originales qu'il faut. Parce que tu vois, les trois quarts du temps, quand un groupe réenregistre de manière plus moderne un des trucs cultes, on tire la gueule et on fait putain, c'est nul, mais là, c'est un live, c'est pas pareil. Et là, comme c'est en condition live et que le son il est phénoménal, il est pensé, c'est des savants fous qui ont pensé le son, bah voilà, t'arrives à un truc complètement définitif. Voilà. Ouais, justement, Guillaume, t'évoquais les moments forts, moi j'allais aussi évoquer Sign of the Southern Cross. Dedans, il y a Geezer qui nous gratifie quand même d'une très belle utilisation de sa wah-wah qui, moi, me fait complètement fondre le cerveau quand je vois ça. C'est génial. Déjà qu'il a le meilleur son de basse possible dessus, mais en plus... Geezer, il est en feu sur tout le live. Il y a des moments, il part en funk, là. Il fait des petits délires, des slaps et tout. Il est complètement phénoménal. C'est fou. Et moi, l'autre moment que je retiens, et ça me permet d'amplifier ce que Mathieu David vient de dire sur le caractère découverte, ce qui suit Sign of the Southern Cross, c'est Voodoo, une chanson qui n'avait pas été jouée depuis 81. Voodoo, quand tu l'écoutes sur l'album Mob Rules juste après, t'es déçu. Tellement le son sur le live à Radio City, il est incroyable. Le live, le riff, il te propulse dans l'espace, quoi. C'est voilà, rien que d'en parler, j'ai des frissons. Ouais, non, c'est vrai que Voodoo, elle est incroyable. Mais c'est. Et parce que faut être sérieux, les gens ont des oreilles, les gens vont demander pourquoi vous touchez sur des morceaux certes incroyables, mais que vous ne finissez pas sur Heaven and Hell. La version d'Heaven and Hell, là, la version d'un quart d'heure incroyable, définitive, elle est incroyable. Le game est terminé. Le pont de ce morceau est la plus grande chose que mes oreilles ont pu expérimenter. Juste avant The Big Black Ship, comme dans Omni, là, t'entends le bateau qui arrive, t'entends la corne de brune. Ce que arrive à recréer ces 4 mecs ou ces 4 mecs et demi, n'oublions pas Scott Warren surtout sur ce morceau, ce qu'ils arrivent à recréer, c'est de la pure magie. Oui, tout simplement. Et alors, ce que Dio est génial, parce qu'il fait tout le temps, en fait, c'est qu'il rajoute des choses. C'est-à-dire que ça, il le faisait déjà dans les années 80 avec Black Sabbath. C'est-à-dire qu'il va prendre les morceaux et il va improviser des nouvelles lignes de chant, des phrases qu'il va rajouter, qui ne sont pas sur la version studio. Et là, il le fait sur toutes les chansons. Je me permets de temporiser sur le côté improvisé. Je suis convaincu que chaque souffle de Dio est préparé et millimétré. Mais par contre, c'est préparé en amont pour ce live, vraiment. Oui, bien sûr. Et surtout, c'était déjà ce qu'il faisait dans ses tournées solo quand il reprenait Heaven and Hell, parce qu'il me semble qu'il n'a jamais arrêté de le jouer. Ça fait partie de sa carrière de toute manière. Non, mais c'est-à-dire que quand je dis que c'est improvisé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est spontané. C'est-à-dire que c'est des choses évidemment qu'il a préparé, mais c'est que ça sort en fait à des moments où tu t'y attends pas. Tu vois. Et moi j'ai vu plusieurs concerts de cette période-là où il dit pas exactement la même chose d'un concert à l'autre. Tu vois. Bien sûr. Donc c'est ça qui est très très cool. Et alors on peut finir sur Neonites. Cette version de Neonites, évidemment n'a pas la même, comme elle est jouée plus bas. Si tu veux, elle n'a pas l'immédiateté speed, tu vois, il n'y a pas le côté justement pas la puissance alarmiste de la version originale, mais n'empêche, ça commence avec la ligne de basse de Geezer voilà, je veux dire, normalement, Neonites c'est d'abord un riff, tu vois, mais là c'est la ligne de basse que t'entends le plus et t'entends tang, 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 tang. Moi j'ai l'impression de me faire marteler la tête par la basse sur l'intro de Neonites. Puis on l'a déjà dit, mais vraiment les solos de Iommi c'est pareil, incroyable. Il est touché par la grâce là. On sait que c'est un immense guitariste, mais là c'est juste, il est à son prime limite quoi. Alors vraiment, c'est pas usurpé, c'est clairement c'est une de ses meilleures périodes. Si on peut ajouter des petits entre guillemets défauts à ce truc, et je sais ce que Mathieu va dire, c'est le solo. Non mais c'est le solo de batterie de Vinny Appice qui est voilà. Oui, ça sert à rien. Ça. Il sert à quelque chose. Il sert à quelque chose. Ils ont des petites vessies, ils sont âgés, les autres vont faire pipi. Non, mais oui, mais tu le coupes sur le DVD, tu vois. Moi, c'est vraiment.
Mais il est ok. C'est-à-dire que je sais, Gabriel, c'est ce que tu allais dire. Franchement, j'en ai par rapport à Tommy Clafouti. Mais par contre, Pitché a un sens de la frappe. Enfin, c'est la vieille école qui colle parfaitement au heavy. Et justement, c'est lui que j'aurais rêvé avoir sur la période 13. Ça aurait été 10 fois mieux avec lui, quoi. Sauf que bon, Pitché Sandio, voilà. Mais il y a tout qui est, enfin, il y a la scénographie qui est phénoménale, le son phénoménal, la setlist, l'attitude, il y a rien. Mais le packaging final est super cool, il est classe. Ça, la pochette est belle. Alors, ils ont tout réussi. Vas-y, Gabriel, c'est surtout en brillant, Voilà, sur la version de Mathieu avec la photo du live et le brillant, c'est la plus belle. Ça, c'est le Graal. On peut faire une analogie avec Skeletor de Ghost, qui est meilleur en version brillante également. Alors, ce qu'on peut dire, donc je l'ai dit, c'est l'année 2007, c'est une énorme année en termes de sortie. Donc, ce live, en fait, est la 3e sortie de Black Sabbath dans cette année-là. Il sort le 28 août. Donc, alors, il y en a plusieurs versions. Donc, il y a notamment les versions européennes qui sont sorties. C'est SPV Steamhammer. Il me semble que la version américaine est sortie par Rhino, je crois. Donc c'était un double, des doubles sorties comme Black Sabbath à l'habitude. Mais donc, alors, il y a la version CD, qui est la version qui est encore la plus communément trouvable en disque, chez les disquaires. Parce que c'est la version, on va dire, qui est la plus recommandable si la vidéo ne vous intéresse pas. Pourquoi ? Parce qu'il existe aussi une version vinyle, donc on l'a dit, qui n'a pas été repressée depuis et qui est depuis a atteint des prix délirants sur Discogs. Donc nous, on l'a chopé à l'époque de sa sortie pour des prix maintenant ridicules. Je crois que j'ai dû l'acheter 30 balles, un truc comme ça. Toi, parce que moi, j'ai payé un bras. Voilà, toi, tu l'as payé un bras, mais moi, je l'ai payé rien du tout. Et elle est très critiquable, cette version vinyle, parce qu'il y a des morceaux qui ont été enlevés. Alors, il manque 4 morceaux. Les deux inédits. Il manque High, et le plus gros scandale, c'est qu'il n'y a pas After All, donc le morceau d'ouverture, ce qui fait que A5150 est enchaîné avec The Mob Rules, avec un espèce d'énorme cut dégueulasse. Et c'est criminel. Et c'est pas la dernière fois qu'ils vont faire ça, puisqu'ils referont ça sur le live enregistré à Wacken. Il y a le live CD, le live DVD ont pas exactement la même setlist. Alors, il y a quand même des cuts, je l'ai dit, entre la version CD et la version DVD, parce que notamment il y a des interactions. Il y a des interactions, notamment entre Geezer et Dio sur scène. Alors Mathieu, tu vas peut-être en reparler, parce qu'il y a notamment une blague à base de football. Avant Vaudou, en fait. Avant Vaudou, sur la version CD, la version courte, il est très classe en disant on va chanter une chanson que Geezer nous a ramenée de ses nombreux voyages spirituels, machin. Et en fait, dans la version complète, il continue en lui disant d'où est-ce que ça vient, et Geezer lui répond un nom de bled en Angleterre, l'équivalent de Mulhouse ou de Melun, pour faire un hommage à Mathieu David. Et du coup... Melun n'est pas un bled, Melun est une préfecture. Et Dio enchaîne... 100 000 habitants. Mulhouse aussi, sûrement. et du coup, il enchaîne avec une vanne en disant ça m'a l'air très loin de Villa Park, d'Aston Villa. Donc, tu vois, il y a la blague foot à ce moment-là, que tu n'as pas sur la version CD, mais... Ouais. C'est des petits trucs. D'ailleurs, la version totalement complète est dispo sur YouTube, sachez-le, avec le documentaire. C'est ça. Et il y a ce truc très Black Sabbath dans le livret que j'ai là du Blu-ray, comme d'habitude. Ronnie James Dio, blablabla, c'était super. Tony Iommi, ouais, blablabla, c'était super. Geezer Butler, c'était génial, blablabla. Vinny Appice. Photo va se enculer, et Scott Warren, il n'y est pas du tout. Bah, voilà. C'est génial. Il n'y a pas ça dans le... mais moi, c'est la réédition 2011 que j'ai sous la main, là. Voilà. Mon original, je sais pas où il est. Parce qu'en gros, dans l'édition... Parce que je l'avais racheté en Blu-ray quand le Blu-ray est revenu à la mode. J'ai remplacé mes DVD par des Blu-ray. T'as 4 cartes avec les... moi, ça, j'ai pas eu. Mais ça, c'est vraiment l'édition super limitée, ça. Bien évidemment, Scott Warren n'est pas présent. Non. Pardon, j'ai retourné... comment il s'appelle, Appice. Qui veut le Scott Warren Shiny en carte. On notera le magnifique cadrage de Dio. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est voilà, visuellement, c'est ce disque, il est très bien. Alors, il est très bien aussi. Un petit livret. Il est très bien aussi justement à cause de cette pochette. Ouais. Alors, je peux faire un petit point rapide sur la pochette, mais c'est n'empêche important parce que, en fait, moi, cette pochette, c'était encore à ce jour une de mes pochettes préférées de Black Sabbath. La pochette, et elle a été faite par... la concurrence n'est pas rude. Elle a été faite par la même personne qui a fait la pochette de Dio Years, qui a du live at Hammersmith Odeon, qui est aussi la personne qui va bosser sur le layout de Devil You Know, même si c'est pas cette personne qui va faire l'illustration du démon. Donc en fait, il y a quand même une certaine continuité en fait, tu vois, en termes de visuel. C'est un graphiste
américano-japonais qui s'appelle Masaki Koike, qui a une agence de design, il me semble, son agence de graphisme qui s'appelle Fix Design. Et il a travaillé notamment, alors j'ai un peu regardé ce qu'il a fait, il a notamment fait beaucoup de visuels pour des rééditions de classic rock, donc notamment il a fait des trucs pour Grateful Dead, ainsi que pas mal de choses pour du rock indépendant américain. Mais c'est son plus haut fait d'armes, c'est ça, c'est d'avoir fait les visuels de Heaven and Hell. Alors, ce qui est notable, moi j'adore la pochette de Dio Years, c'est pour moi la plus belle pochette de compilation de Black Sabbath. C'est un visuel qui m'a donné envie d'acheter cette compile, qui fait que j'ai acheté plusieurs fois cette compile pour l'offrir à des gens tellement j'adore ce disque. Et alors, Heaven and Hell, c'est vraiment très beau parce qu'en fait, il est parti sur un visuel qui est inspiré de ce qu'on appelle les incunables, c'est-à-dire les premiers livres imprimés qui ont été faits au moment où Gutenberg a apporté l'imprimerie en Occident au XVe siècle. Donc ça s'inspire de ça, c'est-à-dire des livres imprimés qui reprennent en fait le style des manuscrits faits à la main. Donc voilà, ça donne un truc un peu vintage, mais voilà, vintage classe quoi, qui va extrêmement bien à Black Sabbath, qui va extrêmement bien à la période Dio, c'est-à-dire que ça donne une espèce d'esthétique comme ça, très gothique, très médiévale. Voilà, qu'on retrouve sur la totalité des visuels. Alors, c'est aussi pour ça que j'aime pas trop la réédition DVD de 2011. Donc, c'est-à-dire que le live vidéo a été réédité en 2011 pour une simple et bonne raison, c'est que la première édition, en fait, de 2007 est vite devenue sold out. Donc, la version de luxe que Mathieu David possède maintenant est difficile à trouver. C'est la version SPV. Il a acheté 20 balles à JB Renault Canada. Il a été réédité en DVD en 2011 par Eagle Rock, qui a fait plein de rééditions qui a fait plein de DVD de classic rock et tout, donc c'est une édition au rabais. Hein, le Blu-ray que j'ai, c'est Eagle Vision aussi. Et en fait, c'est le visuel, c'est un visuel cheap. Donc où il n'y a pas le cadre complet, tu vois, sur le truc, donc ça c'est pas terrible. En fait, pourquoi ça a été réédité en 2011? C'est parce que en 2007, donc il y avait cette première édition DVD par Steam Hammer, mais la version haute définition était sortie en HD DVD, un format qui est devenu obsolète assez rapidement. Alors, voilà. La défaite d'Xbox par rapport à PlayStation. C'est ça. On vous conseille d'aller voir des vidéos sur YouTube. On va pas revenir en détail dessus, mais notamment celle d'écran large qui est assez concise et assez informée. C'est ça, il y a Écran Large, donc une chaîne YouTube qui parle de cinéma, qui a fait une grosse vidéo sur la guerre à la fin des années 2000 entre le HD DVD et le Blu-ray. Mais donc en fait, la première version HD de ce live était sortie en HD DVD, qui du coup, est aujourd'hui un truc qui est devenu obsolète et donc collector. Donc il n'y a pas eu de Blu-ray à l'époque. Et le Blu-ray n'est sorti qu'en 2011, et c'est Eagle Rock qui a réédité ça. Donc c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette réédition cheap, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire que voilà, ils ont réédité le DVD par la même occasion. Mais donc voilà, donc le problème c'est que autant le CD est maintenant encore facile à trouver, autant le vinyle, la version vinyle est très critiquable. Et en fait, nous on espère qu'un jour il va y avoir une réédition vinyle complète de ce live. Un triple vinyle, une box, c'est ça qu'il faut, c'est ça que la France veut. Ouais. Mais alors, ça me permet de préciser aussi que Dio Years, par exemple, n'est jamais sorti en vinyle. À l'inverse de plein d'autres compilations. Plein d'autres compilations d'Ozzy, par exemple, qui elles sont sorties en vinyle. Je veux dire, même Anno Domini, le coffret Anno Domini est sorti en vinyle. Donc voilà, on pourrait espérer un jour une box Heaven and Hell, quoi. Enfin... Oui, parce que les vinyles en ce moment ça marchait pas en 2007. Voilà. On va arrêter là, si ça vous va. On a, je pense, fait le tour, dit à quel point on aimait ce disque et à quel point on vous le conseillait. Il est très correct. Ouais, franchement, c'est ça. Et on va se retrouver très vite avec un line-up. Peut-être qu'on arrivera à se débarrasser de Guillaume avec un peu de chance, ou peut-être pas. Tu veux être là pour The Devil You Know ? On a failli la dernière fois. on a failli réussir. Donc ce sera la surprise, mais on aura du monde avec nous pour parler de The Devil You Know, la prochaine étape de cette formidable histoire qui est celle de Black Sabbath. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup pour votre immense soutien concernant donc ce livre qui s'est très bien vendu grâce à vous, qui continue à se vendre. Si vous ne l'avez pas acheté, si vous découvrez l'existence de ce livre, parce que j'ai l'impression qu'on a été lourd avec, mais on ne sait jamais, certains écoutent peut-être que les épisodes principaux sur les albums, dans ces cas-là vous avez le lien en description. Tu ne seras jamais aussi lourd que le riff de High sur ce live. C'est beau, ça c'est beau et c'est vrai. Sachez aussi que Guillaume et moi on sera au Hellfest, alors Mathieu David aussi sera au Hellfest, évidemment, mais Mathieu et moi on y sera... j'ai récupéré mon exemplaire de Children of Sabbath. Exactement, mais Guillaume et moi, du coup, on sera en dédicace un certain nombre de jours. Vous aurez, et à certaines heures, vous aurez toutes les infos sur nos réseaux sociaux, évidemment. On va le partager, y compris sur Switch of Sabbath.
En description de la vidéo, je pense que je le mettrai, et sur les réseaux de notre éditeur, donc Emilien des Flammes Noires. Vous avez son site également en lien. Merci beaucoup pour votre soutien. On vous dit à très bientôt au Hellfest pour ceux qu'on croisera ou autre part ou en live sur ce podcast. Merci Guillaume, merci Matt Dave. Merci à tous. Et merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de dire tout le bien que je pense et même encore plus de Dio et du reste des musiciens que personne ne connaît avec vous. Et de le dire 2 fois. Ouais. Et merci Gabriel. Oui. Et merci, et n'oubliez pas que plus que des enfants de la mer ou de la tombe, nous sommes avant tout, mon cher Mathieu, des enfants de Black Sabbath. I really like Black Sabbath. That was really cool. They have Ozzy Osbourne. They have a great guitar person. Sorry, I don't know your name. There's like some really good drum parts. Pretty awesome.